Bonjour à tous, ça fait plusieurs jours que je me plonge dans le moteur de rendu qui s'appelle LuxCore, qui est un moteur de rendu qui préalablement s'appelait LuxRender, et ensuite qui s'est appelé Small Lux GPU. Il est passé par plusieurs étapes, et maintenant il y a une nouvelle librairie qui s'appelle la librairie LuxCore 2.0, et qui est intégrée via un nouveau plugin dans Blender, et qui est très très bien intégré. Et j'ai eu l'occasion ces derniers jours de faire plusieurs tests, comme par exemple déjà à partir d'une scène qui était fournie par le site de LuxCore, voilà. Puis j'ai posté ce truc-là sur Twitter où je disais que j'avais à peu près 5 secondes ou 10 secondes par image en fait pour générer ce genre de choses. Et puis ça a impressionné pas mal de monde qu'en si peu de temps on puisse avoir une image comme ça. Et ensuite j'ai poussé un petit peu plus le truc en faisant par exemple des sortes de vers de terre comme ça qui tombaient. Alors ça c'est généré dans Blender, hein. Il y a d'abord une suite de rigid body qui sont linkés entre eux avec des contraintes. Et puis ensuite, ces rigid body qui se collisionnent entre eux via des contraintes de type capsule et cube et ce genre de choses, embarquent avec eux des armatures qui ensuite drive des espèces de vers de terre comme ça. Alors tout ça est animé de manière procédurale, hein. C'est pas du tout animé à la main avec des systèmes de ressorts, de champs de force et des choses comme ça. Et donc à la fin, j'ai rendu ce genre de choses avec LuxCore et notamment tous les petits micro-mouvements, les petits micro-déplacements qu'il y a dans les vers de terre, les petites contractions. Tout ça c'est fait au moment du rendu en fait, tout comme l'espèce de déformation qui est au-dessus. Et voilà, et puis aussi un petit peu plus d'expérience sur les displacements, notamment au niveau du sol, puisque le sol en fait là ici n'a pas du tout de feuilles ou de petites végétations, c'est quelque chose de très lisse, et c'est au moment du rendu en fait où toute cette géométrie est générée. Et j'ai eu pas mal de questions, notamment sur la rapidité de rendu. J'avais posté un premier truc sur Twitter où j'avais à peu près 20 secondes par image pour un truc comme ça. Alors c'était au quart de la résolution, c'était la moitié de la taille de la HD en largeur et en hauteur, mais 20 secondes pour avoir quelque chose d'assez clean, somme toute, étant donné qu'il y a tout un tas de paramètres pour optimiser le moteur et pour débruiter l'image. Et je me suis dit que ce serait intéressant, suite à ces questions, de faire une petite vidéo sur la manière dont je procédais pour faire ce genre de choses. J'ai ici plusieurs scènes. Déjà la scène justement avec les noisettes dans la forêt, là justement on va la voir après. J'ai aussi une autre scène, la scène avec les vers de terre. Alors celle-là on pourra juste la lancer pour voir un petit peu quelles sont les différentes phases de rendu. Celle avec justement le couloir, qui est une scène qui est fournie avec directement sur le site de LuxCore. Une autre scène aussi qui est assez intéressante, notamment pour l'optimisation de la lumière, et qu'on voit un petit peu comment ça se passe au niveau des caches et au niveau de la réactivité. Là par exemple c'est une scène avec du fromage, avec des fleurs, avec des carafes, donc pas mal de surfaces réfractives, et on va voir que malgré tous ces trucs là, on a quand même un logiciel qui réagit assez rapidement. Là vous voyez par exemple, je me balade dans la scène et puis on va voir un petit peu comment ça marche après. Vous voyez là on va attendre 2 secondes en fait, et au bout de 2 secondes on va avoir la possibilité d'avoir une image comme ça, alors qui est bien sûr pas parfaite, on a tout un tas de détails qui vont partir, mais ça permet d'avoir rapidement des informations sur la position de la lumière, savoir comment ça s'organise un petit peu. Voilà par exemple dans la scène avec le hall, on peut voir par exemple que très très rapidement on va pouvoir mettre en place son éclairage. Avant, pour avoir des rebonds de lumière et des choses comme ça, il fallait attendre très très longtemps. Là par exemple vous voyez, on peut en 2 secondes avoir ce type d'image. Alors là encore c'est pas parfait, on va perdre des détails et ce genre de choses, mais quand on a besoin du coup de par exemple placer sa caméra, et puis voilà, je vais me placer par exemple ici au niveau du sol, et puis en même temps avoir des informations sur la lumière. Par exemple ici je vais me placer de profil et je vais faire monter la lumière, voilà, pour avoir un soleil un peu plus rasant, une lumière un peu plus avec un soleil couchant on va dire. Donc là vous voyez que toute l'ambiance lumineuse change, et là on peut changer la position du soleil. Si je remonte un petit peu plus la caméra comme ça, on va aussi pouvoir tourner le soleil pour faire avancer la lumière un petit peu plus dans le couloir. Hop, voilà, et puis on a juste à attendre 2 secondes en fait, et on peut avoir déjà cette preview là, et ça nous donne très très rapidement une information sur est-ce que la lumière est bonne, est-ce que ce genre de choses est bien calé. Et puis bien sûr, avant de lancer des rendus plus longs, parce que le but quand on utilise un path tracer comme ça, c'est d'avoir quelque chose de très rapide pour que ce soit réactif dans la mise en place,
mais on échappe rarement à un calcul assez long derrière, qui peut durer, alors assez long, tout est relatif, hein. Il y a des gens pour qui assez long, 30 minutes c'est parfaitement acceptable, pour moi ça commence à devenir complètement impossible, mais quand j'attends par exemple pour avoir une image Full HD de qualité de ce genre de choses, entre 3 et 4 minutes, je considère que c'est encore à peu près acceptable, et c'est quelque chose qui est très très difficile à avoir, notamment pour avoir un rendu ne serait-ce clean comme ça, qui est très très compliqué à avoir quand on a euh, d'énormes rebonds de lumière, beaucoup de rebonds de lumière. Là, on a à peu près 7 ou 8 rebonds de lumière. On regardera les paramètres après. Et c'est vrai que là, la seule chose qui éclaire la pièce, en fait, c'est une seule source lumineuse, c'est le soleil qui passe par les fenêtres. Voilà. Donc on n'a pas de bidouille comme on le faisait à une certaine époque, où on plaçait des lumières à certains endroits pour simuler les rebonds, ou alors on plaçait des lumières type area light, avec des lumières surfaciques en fait à la place des fenêtres, de manière à ce qu'on ait un éclairage très localisé. Parce que la plupart du temps, quand on utilise des pass tracers avec des lumières extérieures comme ça, il y a un énorme gâchis de rayons de lumière, étant donné que seuls quelques rayons passent par les fenêtres, et tous les autres rayons en fait tapent à l'extérieur sur le mur qui se trouve là. Donc il y a normalement des méthodes pour optimiser la projection de ces rayons, la concentration de ces rayons à travers les fenêtres, mais en fait dans LuxRender, enfin dans LuxCore, je vais arrêter de dire LuxRender, LuxCore c'est quelque chose qui est quasiment fait de manière automatique. On n'a quasiment pas besoin de configurer ce genre de choses, c'est le moteur qui décide exactement où il doit lancer des rayons et là où c'est pas la peine de le faire. J'appelle ça LuxRender parce qu'à une époque justement LuxRender c'était pas un plugin pour Blender, c'était une application standalone que j'ai utilisée maintenant il y a à peu près une quinzaine d'années, si ma mémoire est bonne. Et j'ai fait une production, enfin deux prods avec Lux Blend à l'époque, donc il y a 5 ou 6 ans. C'était un des premiers plugins en fait qui existait pour Blender, sur des vieilles versions de Blender, hein. En fait on créait la scène, on connectait Blender avec cette application standalone extérieure, et ensuite on voyait la progression des rendus directement dans l'appli extérieure. C'était en tout cas une des manières de le faire, mais c'était pas aussi bien intégré que ça, et puis là on a quand même une réactivité de la machine dans certains cas. C'est pour ça qu'on va voir un petit peu comment configurer ça pour que ce soit assez rapidement utilisable, et puis surtout qu'on puisse avoir ce genre de feedback assez rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir par exemple de cette scène là. Voilà, donc j'ai juste pris la noisette qui était dans les bois là, je vais la placer au niveau du sol, et je vais rajouter juste un plan. Voilà, un plan qui nous permettra d'avoir une vue du sol. Et puis on va regarder un petit peu les paramètres qui sont à notre disposition. Alors après avoir installé en fait l'add-on LuxCore qui se fait via les préférences, hein, vous allez télécharger un zip, vous allez dans add-on, vous faites install et vous chargez le zip, et c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est un add-on qui existe pour Windows, Mac, Linux, et à chaque fois ça va tout vous installer avec le moteur de rendu qui sera installé à côté, compilé pour votre environnement. Et la seule chose que vous aurez à faire après, eh bien, c'est tout simplement d'aller dans les moteurs de rendu disponibles ici, et vous avez LuxCore, et à partir du moment où vous passez là-dedans, vous avez pas mal de paramètres. Il n'y en a pas tant que ça en fait, il y en a plus que dans Cycle, ils se trouvent pas tous dans ce même panel, ils sont un petit peu éclatés à droite à gauche, et donc on va essayer de voir un petit peu où ils se cachent, en tout cas les principaux. Je vais pas vous faire non plus un cours de 6 heures là-dessus, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est que si vous téléchargez le plugin, vous sachiez déjà où mettre un petit peu les pieds. La première chose, là-dedans, vous pouvez choisir si vous voulez utiliser votre CPU uniquement, donc votre processeur, en tout cas les corps de votre processeur, ou si vous voulez passer en OpenCL. OpenCL, c'est, pour faire simple, une certaine manière de utiliser à la fois votre carte graphique, votre GPU et votre CPU d'une manière unifiée. À la différence de CUDA, c'est un API de chez Nvidia qui se base uniquement sur les cartes graphiques et qui n'utilise que les cartes graphiques. Le but d'OpenCL, c'est vraiment une manière très simplifiée de résumer ça, mais qu'on pourrait un peu résumer comme le CUDA non propriétaire, on va dire, parce que OpenCL c'est un consortium où il y a plein de gens dedans. Et AMD notamment
donc la maison d'en face de Nvidia, les concurrents de Nvidia, poussent énormément OpenCL. C'est quelque chose qui est là pour unifier les traitements entre votre GPU et votre CPU. Donc normalement, c'est censé utiliser la totalité de votre machine à 100%, donc faire tourner les ventilateurs de votre machine de manière assez importante. Si vous entendez à un moment le ventilateur qui s'énerve derrière, c'est normal, c'est parce que la carte graphique se met en branle, et les pros aussi. Voilà, donc si on regarde normalement l'activité, on a tout le monde qui est à 100%, et ça permet d'utiliser toutes les ressources de la machine. Selon que vous ayez une carte Nvidia ou une carte AMD, les performances ne sont pas les mêmes. Moi là-dedans j'ai une GTX 1080 dans mon portable, et les drivers Nvidia, faut le reconnaître, sont pas les meilleurs pour utiliser OpenCL. Bon, on imagine qu'ils font un peu plus d'efforts pour promouvoir leur API, et c'est bien compréhensible. Mais si vous avez une carte AMD, à ce qui paraît, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, il paraît que ça va plus vite, légèrement plus vite. Alors c'est toujours la question des benchmarks, hein. Je pourrais pas vous dire exactement jusqu'à combien ça va, mais bon, faites des tests. Dans tous les cas, si vous avez une carte graphique, je vous conseille d'activer OpenCL ici. Ça va vous permettre de utiliser votre carte graphique et également tous les corps de votre CPU. Voilà. Ici, dans les engines, on a pass et bidirectionnel. Je vais faire très rapide. Le pass tracing, en fait, c'est quelque chose qui va calculer les rebonds de lumière en partant de votre caméra, et va ensuite essayer de retrouver le chemin vers la lumière. Si vous faites un bidirectionnel path tracing, ça va à la fois partir de la caméra vers les lumières, mais aussi de la lumière vers la caméra, et ça essaye de faire une convergence entre les deux processus. C'est donc normalement le bidirectionnel qui est le plus optimisé, mais il n'est pas complètement accéléré par le GPU ici. Dans certains cas, il ne le sera même pas du tout. C'est une version très simplifiée, hein, que je viens de vous donner entre le path tracing classique et le bidirectionnel, mais c'est histoire de résumer. Et donc pour l'instant, on va rester en pass parce que ça va nous permettre d'accéder à tout un tas d'options en fait qui ne seront pas forcément accessibles. Si vous avez activé ici l'OpenCL, vous allez avoir ici dans Performance le GPU Devices, qui va vous permettre de mettre à jour la liste de votre carte graphique. Donc vous appuyez une fois là-dessus, et ensuite vous pourrez cliquer pour dire je veux utiliser, par exemple ici dans le cas de ma machine, une GTX 1080. Et vous pouvez aussi lui dire que vous voulez en même temps utiliser votre CPU. Alors si vous mettez en auto-detect, il va utiliser tous les corps. Ou alors vous pouvez lui dire que vous voulez utiliser par exemple 4 corps ou 8 corps. Ça va vous permettre par exemple, lancer un rendu en tâche de fond, et puis de continuer à travailler sur un autre Blender ou sur une autre application. Moi j'ai toujours plein de Blender démarrer en même temps de toute façon. Donc j'attends jamais les calculs, je lance toujours des trucs en parallèle derrière. Et si vous êtes sur Windows, ça peut se faire aussi sur les autres machines, mais vous avez aussi la possibilité pour un processus en particulier de lui dire par exemple que votre Blender ici, vous avez envie de le mettre, alors là j'en ai tout un paquet, vous avez envie de le mettre par exemple en priorité inférieure à la normale, priorité plus basse, et donc vous pouvez à la limite laisser ça à fond, et il sera minoritaire dans la priorité, on va dire, de manière à ce que toutes vos autres applications par-dessus en fait tournent comme si de rien n'était, et Blender utilisera vos ressources derrière en fonction des ressources qu'on lui laisse. Donc pour lancer des rendus en arrière-plan, ça c'est vachement pratique. Donc je vais dérouler un petit peu les options. On a le Total Path Depth. Ce truc là en fait c'est pour simplement déterminer le nombre de rebonds de lumière. Quand vous allez envoyer un calcul, et bien en fait il va calculer la lumière qui va partir de la source, puis rebondir, puis rebondir, puis rebondir, puis rebondir, et ça c'est le maximal en fait que vous allez lui donner. Donc vous voyez, il y a une corrélation en fait entre le maximal et ensuite le nombre de rebonds que vous allez permettre par type de rendu quand vous allez calculer la passe de diffuse, la passe de glossy ou la passe de spéculaire. Regardez bien, si par exemple vous lui dites que vous avez un total pass depth à 3, il va vous dire c'est pas logique parce que tu me demandes un maximum à 3 alors que là tu me demandes en dessous d'avoir 4, 4 et 6. Donc il faut qu'il y ait une corrélation là-dedans, hein, sinon ça va vous clamper vos valeurs. Là dans ces cas-là vous n'aurez pas plus que 3 sur tout le monde. Ça permet, lorsque on fait des petits tests et qu'on a envie de booster un petit peu les calculs, de réduire le nombre de rayons, mais en fait avec notamment l'utilisation du denoiser et des petites astuces que je vais vous donner dernière, généralement on peut les laisser à un chiffre tel que 6 par exemple. 6 rebonds c'est déjà pas mal. Dans la scène par exemple qu'on a ici dans le hall, 6 rebonds, vous avez déjà un éclairage qui peut aller jusque sous la chaise ici et éclairer à l'arrière de la chaise.
Donc c'est déjà pas mal. Je ne sais plus à combien il est de base, voilà il est à 6. Vous voyez. J'ai vu certaines scènes dans lesquelles il passait à 12, j'ai trouvé ça un peu excessif et puis surtout ça génère énormément de gras. Mais ça on va en parler après. Le Add Light Tracing, j'y reviendrai après, c'est utilisé notamment quand on fait des caustiques. Je vais vous le montrer tout de suite à la limite, voilà, je vais faire une noisette qui va être non pas en noisette mais en autre chose. Alors ça marche exactement comme Eevee, Cycles, ce genre de choses. Vous appuyez sur Z et puis vous avez par exemple ici le passage en mode render. Et là, encore une fois, si vous êtes en CPU ou en OpenCL, ça va utiliser votre carte graphique ou pas votre carte graphique. Et puis avec CTRL B, on a la possibilité, tout comme dans Cycles, de faire en fait un render region. Donc vous allez pouvoir localiser votre rendu et vous n'irez pas plus loin que celui-là. Et enfin plus loin que ces zones en tout cas. Et si maintenant je rajoute un matériau là-dessus, alors pour ajouter un matériau, c'est un petit peu alambiqué, vous ne pouvez le faire que si vous avez à l'écran le Node Trees qui est là. Et en fait, il va falloir passer par un autre Node Tree, il faut faire attention parce que vous avez ici le Shader Editor habituel, c'est là-dedans que vous faites vos nodes par exemple pour Eevee ou pour Cycles. Et là, vous avez LuxCore Material Node et LuxCore Volume Node. Et il va falloir que vous alliez dans LuxCore Material Nodes. Si vous n'y allez pas tout de suite, en fait, vous allez voir qu'il va vous y amener. Il suffit tout simplement en fait de cliquer sur votre élément, aller dans le paramètre des matériaux, cliquez sur New, et là, automatiquement, il va vous emmener normalement, voilà, dans le LuxCore Material Node. Et si vous ne le voyez pas, et bien dans ces cas-là, vous cliquez d'abord sur ce petit bouton-là et vous faites Show Node. Voilà. Parfois, ça marche à l'inverse, il faut d'abord cliquer sur Show Node et ensuite vous appuyez sur un des matériaux qui sont ici. Voilà. Parmi les matériaux, on en a pas mal. On a le Disney qui va se trouver ici. Alors ça, c'est en fait l'équivalent du Principal BSDF qui se trouve dans Cycles et dans Eevee avec moins d'options, tout simplement parce que dans Cycles et dans Eevee il y a des options en plus qui ne sont pas dans l'implémentation de base de Disney, parce que c'est Disney qui a pondu ce truc là. Donc là vous avez l'implémentation de base auquel vous pouvez rajouter des choses, mixer plusieurs types de matériaux comme vous le faites dans Cycles avec les shader mix, mais ça c'est l'implémentation de base. Vous avez donc le mix, vous avez le mate. Alors voilà, ça m'a fait deux matériaux, mais je vais vous expliquer après ce que ça fait ici, c'est très très pratique d'ailleurs. Et vous avez du glossy, vous avez du glace, donc c'est typiquement ce que je vais utiliser ici. Voilà, je vais me mettre par exemple au mode glace. Hop, je vais supprimer ces deux trucs là. Et maintenant, je vais lancer le rendu et je vais me mettre uniquement, hop, voilà, comme ça. Et là on peut voir maintenant que j'ai une noisette en glace, alors avec ici un coefficient de réfraction, hein, typiquement comme quand on fait du verre et ce genre de choses. Voilà, on voit qu'on a le coefficient de réfraction qui est plus fort. Il est sympa, il vous met les données quand vous laissez votre souris dessus, il vous dit l'air c'est 1, l'eau c'est 1,3 et le glace c'est 1,5. Ça vous donne des repères, ça vous permet de savoir à peu près où vous allez placer vos coefficients de réfraction. Et là on peut voir dans les infos, on a 10 secondes. Vous allez voir quand je vais me bouger la caméra, là on est reparti, on a plein de petits grains, là on a 3, 4, 5, donc il va aller jusqu'à 10. Et lorsqu'il va arriver à 10, regardez bien ce qui va se passer, le grain va complètement disparaître. Ça c'est parce qu'il y a un denoiser, un débruiteur qui est fourni avec, on va y revenir après. Mais ce que je voulais vous montrer avant, c'était le Add Light Tracing. Lorsque vous cliquez sur Add Light Tracing, regardez bien ici, il va en fait vous calculer à l'intérieur. Alors c'est pas hyper visible ici, il va falloir que je rajoute quelque chose supplémentaire au niveau de l'éclairage, parce que jusqu'à maintenant, on peut le voir un tout petit peu dans le sol, là voilà, vous voyez, on a ici ce qu'on appelle des caustiques, c'est-à-dire des concentrations de lumière, des concentrations de photons. C'est quelque chose qui arrive quand vous avez du verre et de fortes sources lumineuses. Et là quand je vais faire Add Light Tracing, vous voyez j'ai des petits caustiques qui vont se rajouter ici, voilà. On a une espèce de deuxième passe, en fait il calcule ça dans une deuxième passe, où il va, vous avez des petites lignes qui partent du bas, en fait ça rappelle un petit peu le moteur de rendu multipasse de Lightwave d'ailleurs, pour ceux qui ont connu ce vieux machin. Je parle du moteur. Et du coup là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je rajoute par exemple une source de lumière très forte, comme le soleil. Et pour ajouter une source de lumière comme le soleil, eh bien, on va dans le ici paramètre de world, donc le monde qui vous entoure, et là on a sky, HDR, flat color et none. Donc on peut enlever
tout éclairage extérieur. Là on voit actuellement que la scène est éclairée avec un environnement type sky, donc du ciel, qui est un ciel procédural. Et plutôt que de le régler avec des azimuts, des inclinaisons ou des choses comme ça, on va directement se baser sur le soleil. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait une lumière de type soleil, ici, voilà. Je vais la placer ici. Alors, les suns, quelle que soit leur position, on s'en fiche. Il n'y a que l'orientation qui compte. Hein. Voilà. Donc là, ça va permettre de savoir que c'est à peu près orienté là-dedans. Et ce que je fais maintenant, c'est que je vais lui dire que dans cet environnement sky, mon sun, c'est le sun. Je peux utiliser le picker ici aussi pour aller la chercher. Et là, cette fois-ci, on a un environnement, un ciel qui va, vous voyez, en fonction de l'inclinaison du soleil, va être plus ou moins rougeoyant. On a le paramètre turbidity aussi qui permet de déterminer si vous avez une atmosphère claire ou une atmosphère poussiéreuse. Par exemple, si vous le mettez à 0, vous avez une atmosphère parfaitement claire, et puis plus vous allez sur une valeur haute, plus vous allez avoir, vous voyez, une atmosphère lourde, une atmosphère chargée en particules, tel qu'on pourrait l'avoir dans le désert par exemple, dans un air très très sec. Et je vais repasser ici à une turbidity de 3, et là justement, si je réactive maintenant le Add Light Tracing, regardez bien ce qui se passe ici. On a des caustiques qui sont générés, c'est-à-dire des concentrations de lumière qui sont là. Et en fonction, vous voyez, de la position de mon soleil, l'orientation de mon soleil, excusez-moi, j'ai dit la position, c'est l'orientation, on peut voir les caustiques qui vont bouger ici avec la concentration. Vous voyez, il suffit d'attendre en fait une demi-seconde et on voit exactement où les caustiques vont aller se placer. Voilà. Et là, on se rend compte que on va attendre 10 secondes. Donc là, il est en train de m'accumuler en fait les rayons lumineux, et au bout de 10 secondes, il va aller chercher le denoiser. Donc denoiser, vous voyez, qui enlève tout le grain, et là vous avez des super chouettes caustiques qui sont en plus physiquement réalistes. Alors je mets les gros guillemets parce que les gens qui font de la physique, et notamment des moteurs de rendu spectraux et ce genre de choses, me diront toujours, et ils ont bien raison, que c'est pas toujours physiquement réaliste, il y a toujours une approximation, mais on a quand même quelque chose qui ressemble fortement à ce qu'on pourrait avoir avec des moteurs de rendu comme Maxwell ou ce genre de choses, qui font eux aussi de toute façon du photon mapping là-dessus. Et donc ce Add Light Tracing, ça va vous permettre d'avoir des caustiques en plus que vous pouvez ressortir à part et que vous pouvez recompositer après. Donc on peut avoir un niveau de précision, on va dire, différent, et donc on peut booster les calculs comme ça en sortant les caustiques à part et en leur compositant par derrière. On a ici, donc je rentre pas véritablement dans les paramètres, c'est est-ce qu'on envoie plus ou moins de rayons, c'est-à-dire 100% par rapport à ce qui est émis par la lumière, et le glossiness threshold, c'est si on a à un moment une surface qui est ici rugueuse, comme par exemple le rough. Vous voyez, vous avez la possibilité de lui dire ici quel est le taux de roughness, c'est-à-dire de rugosité, pour avoir des réfractions et des réflexions floues. Vous allez avoir les caustiques qui vont être diffusés, et c'est là où ça commence à générer énormément de grains. On pouvait le voir ici parce que ça envoie les rayons dans tous les sens, et donc quand ça envoie les rayons dans tous les sens, vous commencez à avoir des petits points blancs qu'on appelle les fireflies, qu'on pourrait traduire par les lucioles en français, c'est-à-dire les petits points blancs qui vont se répercuter partout. Et là, il y a une fonction pour ça. Alors je vais enlever le rough pour l'instant. Il y a une fonction pour ça qui est juste en dessous et qui va être la fonction de clamping. Le but du clamping, c'est de dire que quand on a des lumières très très fortes, vraiment très très fortes comme le soleil, il y a un rayon qui va passer par exemple par la fenêtre, et puis il va rebondir, et à force de rebondir, il va s'éloigner de plus en plus de la source de lumière initiale. Et comme il s'éloigne, il va juste créer un point. Et dans les scènes intérieures, comme par exemple c'est le cas ici, si vous jouez pas avec le clamping, vous allez vous rendre compte que vous avez plein de points, parce que vous avez juste un rayon très très lumineux qui va taper le mur, et donc ça fait juste un point. Donc le but du jeu, c'est de dire que toutes les lumières qui sont supérieures à un certain seuil, en fait on coupe leur intensité lumineuse, on réduit leur intensité lumineuse, on la limite, on la clamp donc en anglais, et ça va permettre donc d'avoir d'éliminer ces points lumineux qui sont trop lumineux et qui vont continuer leur course dans toute la pièce jusqu'à atteindre le mur à un point en particulier, et c'est ça qui génère justement les fireflies. On a la possibilité de lui donner une valeur manuelle.
On peut voir à la base, quand on active le clamping, qu'il est à 1000. C'est beaucoup trop. Considérez que sur votre écran, 0 c'est du noir et 1 c'est du blanc. Et donc les valeurs qui sont au-dessus de 1, c'est des valeurs qui sont plus blanches que blanches, entre guillemets, si votre écran devait les afficher. Et donc c'est quelque chose qui va perdre de l'intensité au fur et à mesure où il va rebondir, mais quand la lumière est très très forte, même après avoir rebondi 10 fois, elle va garder quand même beaucoup de sa puissance, et donc vous allez avoir juste un petit point, et c'est ça qui va générer du grain. Donc on a la possibilité de le clamper nous-mêmes. Là par exemple ici je l'avais mis à 5. C'est quelque chose qui est très très visuel, hein. Vous pouvez directement le voir. Alors c'est ça qui est bien justement avec le rendu interactif, c'est que très très rapidement vous allez voir si ça marche ou si ça marche pas, si c'est trop, si c'est pas assez. Mais LuxRender vous permet quand même d'avoir une valeur, et pour ça en fait regardez bien, il vous dit rendez sans le clamp. Alors, je vais juste essayer de lui donner un petit peu plus de place. Voilà, rendez sans le clamp pour avoir une valeur, pour que je puisse vous suggérer une valeur. Voilà. Donc pour ça en fait il suffit tout simplement de rajouter une caméra, et puis on va lancer un rendu. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin dans ce que je vais vous raconter après, mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Je vais aller dans le Hall Condition, voilà, et je vais lui dire que je vais l'arrêter au bout de 10 secondes. Et ce que je vais faire donc maintenant, c'est que je vais lancer un rendu, un vrai rendu, voilà, avec la touche F12. Là il est en train de ranger mes polygones dans le bon sens par rapport à la position de la caméra pour faire du tri, ce qu'on appelle aussi parfois les BVH ou les BSP. Et là regardez, il est en train de me rendre mon élément, et là normalement, alors je crois qu'il faut lui rendre pendant au moins 10 secondes, mais je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté, je vais juste essayer. Alors, tant qu'on y est, regardez bien, il me donne aussi des erreurs. Par exemple, il me dit LuxScore Error Log, il me dit il y a un matériau qui n'a pas été défini. Donc quel matériau? Il suffit de vous cliquer là-dessus, sur ce petit bouton, et hop, il vous met le focus. Donc par exemple c'est mon plane, mon sol, et là je vais pas donner de matériau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la fenêtre de shading, j'étais déjà dans la fenêtre de shading, et je vais lui dire que ce sol par exemple là est légèrement sombre. Donc maintenant il a un matériau. Si vous lancez un rendu LuxRender sans lui mettre de matériau, il va pas être content. Alors quand je dis il va pas être content, c'est pas forcément qu'il va planter ou ce genre de choses, mais ça risque de faire des choses qui sont pas très très conventionnelles, on va dire ça comme ça. Donc là il est en train de me faire mon rendu, et là vous voyez ça fait plus de 10 secondes qu'il tourne, parce que là il l'a pas précisé, mais il me semble de mémoire qu'il faut le lancer au moins 10 secondes, et ensuite il faut l'arrêter. Ah oui, alors excusez-moi, j'ai fait une bêtise, il me dit de rendre sans le clamping pour qu'il puisse me donner une valeur. Donc voilà, c'est un peu procédurier. Il faut d'abord le décocher, vous lancez votre rendu. De mémoire, dans la documentation, ils disent qu'il faut le laisser au moins tourner 10 secondes, de manière à ce qu'il évalue. Donc là, vous voyez, vous avez plein de petits points blancs qui sont à droite à gauche, comme ça, qui se sont diffusés. Voilà. Et si maintenant je l'arrête, il me donne... Si, voilà, il faut le laisser au moins tourner 10 secondes, et là il vous dit, ouais, il y a une valeur de clamping que je te propose, c'est 0,25. Donc vous cliquez sur cette valeur, alors il faut réactiver le clamping, vous cliquez sur cette valeur, et hop, il vous l'a copié directement ici. Et là vous voyez les petits points blancs qu'il y a ici. Maintenant, si je relance le rendu, hop, voilà, il va encore en avoir un petit peu, mais vous pouvez vous rendre compte qu'il y en a moins à cet endroit-là. Voilà. Et puis le Hall Condition, alors là il a 20 secondes, donc ça veut dire qu'il va tourner 20 secondes, voilà. Et au bout de 20 secondes il va s'arrêter. Donc c'est quelque chose qu'on va voir après ça. LuxRender, un peu comme les premières implémentations de Maxwell, vous le lancez et il tourne ad vitam aeternam. Voilà. Il s'arrête jamais jusqu'à ce que vous lui donniez des conditions. Alors il y a 3 types de conditions. Il y a un certain temps, en secondes. Voilà, par exemple, si vous mettez 240 secondes, il vous dit ça fait 4 minutes. Donc là, vous le laissez tourner 4 minutes. Alors ça, c'est pas mal parce que quand vous avez besoin de faire des tests de rendu, vous pouvez allouer en fait un temps de rendu et puis pas aller plus loin. Voilà, vous lui dites je veux pas que tu ailles plus loin que que 4 minutes. Et puis vous avez la possibilité de mettre des temps de rendu très très courts. Voilà, par exemple 10 secondes ou 5 secondes ou même 2 secondes. On a vu tout à l'heure qu'en 2 secondes, par exemple, le rendu du couloir, on pouvait avoir quelque chose de clean. Et on a aussi la possibilité de définir un certain nombre de samples, c'est-à-dire qu'il va envoyer des rayons dans la scène, et on lui dit une fois qu'il y a tant de rayons qui a touché la caméra pour 1 pixel, tu t'arrêtes. Voilà. Donc ça aussi, c'est une certaine manière de le faire. Et puis, par rapport à cette idée de bruit, c'est-à-dire ce grain que vous avez dans l'image, le noise, voilà, tous ces petits points que vous avez, vous avez aussi la possibilité de lui dire j'aimerais bien que tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'il y ait un certain seuil de grain
en dessous duquel on est passé. Alors le problème d'utiliser cette méthode, c'est que parfois vous pouvez attendre très très longtemps en fonction des paramètres que vous allez mettre là, donc il faut les régler un petit peu, il faut être un petit peu moins élitiste pour lui dire que vous avez envie de garder peut-être un petit peu de grain, parce que derrière vous avez le denoiser, donc l'élément qui est là pour enlever le grain, il est juste ici, voilà, qui va s'occuper de supprimer par exemple certains éléments. Voilà, par exemple ici vous voyez, on a encore du grain ici dans le caustique, on a des petits points blancs qui se baladent, et puis on a, au moment de lancer le rendu, alors vous allez voir que vous avez deux types de denoiser, un qui apparaît ici dans la fenêtre de rendu, que vous cochez ici, voilà, et un qui va être utilisé ou désactivé par défaut, ou activé par défaut, excusez-moi, c'est l'autre qui est désactivé par défaut, qui va être utilisé dans le viewer. Donc si vous cochez maintenant ici LuxCore Denoiser qui est là, vous avez deux types de denoiser qui sont disponibles. Le BCD qui date un peu, c'est le Bayesian Collaborative Denoiser, c'est l'ancien en fait qui a été implémenté, et puis la grosse nouveauté de LuxCore maintenant, qui est intégrée là-dedans, c'est l'Open Intel Denoiser, qui vient de chez Intel, donc comme son nom l'indique, et qui est un denoiser qui est basé sur des réseaux de neurones, c'est-à-dire qu'ils ont donné à une machine des images avec du bruit et sans du bruit, et ils lui en ont donné des milliers, des milliers, des milliers, et la machine a appris en fait à comparer ce qui était du bruit, ce qui n'était pas du bruit, et donc cette intelligence artificielle, on va l'appeler comme ça, hein, basée sur les réseaux de neurones, a été intégrée directement dans une librairie qui s'appelle donc Intel Open Image Denoiser, qui est là en fait pour enlever les images, enlever le grain des images, c'est son boulot. Et ça a été mis sous licence libre et c'est donné par Intel, et donc maintenant c'est intégré dans pas mal de moteurs de rendu, dont notre ami LuxCore qui est là. Donc pour l'instant je vais le décocher, mais à la limite on va regarder ce que ça donne. Voilà, par exemple je vais lui dire que je veux uniquement en alt condition 5 secondes. Je vais le mettre là, je rappuie sur F12 pour lancer le rendu, donc là vous voyez, il va tourner pendant 5 secondes, voilà, et puis ensuite il va s'arrêter, et il va me lancer le denoising, donc là il est en train de le faire, voilà, et si vous ne le voyez pas à la base, c'est normal, c'est parce que vous avez ici, regardez bien, dans les paramètres, le combine, donc ça c'est ce qui sort directement de votre moteur de rendu, et vous avez la version denoise, donc ça vous voyez c'est avec le grain, voilà, et ça c'est sans le grain, c'est-à-dire après le passage du denoiser. Donc c'est assez magique, hein, vous voyez, ça virait la totalité du grain sans supprimer ici de détails, par exemple dans la réfraction de ma noisette en vert. Voilà. Alors bien sûr ça dépend du temps que vous allez lui donner, hein, d'accord, au moment du rendu. Si par exemple ici, alors ne vous étonnez pas si c'est écrit ici 10 secondes alors que vous lui avez demandé 5 secondes, 10 secondes c'est le temps qu'il a pris pour tout le process, c'est-à-dire le temps d'envoyer la scène à LuxCore, LuxCore s'occupe de faire le BVH, et ensuite il commence à rendre, donc c'est normal si vous dépassez, ne vous dites pas ouais il a été plus loin que mes 5 secondes, c'est normal. Et si par exemple vous lui donnez 1 seconde, donc là vous allez ici le lancer, donc là il est en train de faire tout son petit tri, et puis ensuite voilà, alors là vous ne le voyez pas, pourquoi? Parce qu'il est dans la version denoise, voilà, mais si vous allez en combine ici, vous le voyez ici, voilà, et maintenant il n'a pas lancé le denoise. Alors il y a des fois, il y a encore des petits bugs, hein, il y a des fois où le denoise ne se fait pas, et vous avez, tant que j'y suis, parce que c'est un bon moyen de monitorer, quand vous appuyez sur N ici dans un viewer, vous avez ici les panels habituels de Blender avec les slots, avec les scopes, avec plein de trucs comme ça, et vous avez un panel LuxCore avec ici justement la possibilité éventuellement de forcer le denoiser pendant qu'il tourne. Alors ça c'est super pratique, parce que quand vous le lancez, alors, 1 seconde c'est peut-être un petit peu méchant quand même, on va lui mettre 20 secondes, voilà. Alors lorsqu'on lance un rendu, là par exemple il est parti pour 20 secondes, tout ça se passe pour l'instant dans le moteur de rendu, le vrai entre guillemets, celui que vous lancez avec F12, hein, pas la preview. Vous verrez qu'il y a des paramètres à peu près similaires dans la preview. Là vous vous rendez compte qu'il n'a pas lancé le denoiser encore, mais vous avez la possibilité de forcer le denoising en cliquant sur Refresh Denoiser. Voilà, et en faisant ça, vous allez ensuite dans Denoise, et vous voyez, alors qu'il est encore en train de calculer, hein, d'accord, il continue à rajouter des samples et des samples et des samples, vous voyez ce que donne l'état du denoiser à un instant T. Ça vous permet de lancer par exemple peut-être 60 secondes ou peut-être 5 minutes de rendu, et pendant qu'il est en train de lancer le rendu, un petit coup de temps en temps, vous cliquez sur le Refresh Denoiser, c'est-à-dire que vous prenez l'image en l'état telle qu'elle est, avec le nombre de samples qu'elle a et le grain qu'elle a actuellement, et vous lancez un denoiser et vous voyez si ça marche, vous voyez si vous avez selon vous perdu énormément de détails, ou si au contraire c'est complètement acceptable, et dans ces cas-là,
vous regardez en fait le nombre de samples que vous avez lancé, ou alors tout simplement je vais repasser ici en mode combine, j'ai relancé un rendu, ou alors le temps que vous avez passé. Si vous vous rendez compte, par exemple, regardez bien ici en denoise, je clique dessus, voilà, là 13 secondes et quelques, il a lancé un premier denoising. Si je me rends compte que c'est bon, alors ça veut dire que 13 secondes, ça suffit peut-être pour calculer toutes mes images. Donc ça, c'est un super moyen de vérifier pendant que vous lancez votre rendu de test si oui ou non l'état du grain est acceptable ou est supprimable par le denoiser de chez Intel. Voilà. Donc faites des tests, lancez des rendus en Full HD, en 4K, selon ce que vous avez besoin. Envoyez la sauce ici au niveau du temps, comme ça vous le faites tourner, et puis vous cliquez un petit coup de temps en temps sur le refresh denoiser, et ça vous permet de voir si le denoiser est acceptable. Ça vous permet de trouver la concordance temporelle, on va dire, du denoiser, parce que le denoiser, en fait, à chaque image va denoiser l'image de manière différente en fonction du contenu. Hein. Si on prend par exemple le cas de ma noisette dans les bois, là, qui va se trouver ici, là j'ai tout ce qui peut embêter un denoiser, c'est-à-dire j'ai du depth of field, c'est-à-dire une profondeur de champ faible. On peut voir qu'en fonction de la distance on a quelque chose qui va devenir de plus en plus flou. J'ai énormément de détails au niveau du sol. Voilà, donc ça c'est vraiment la scène de test qui embête le denoiser, c'est-à-dire profondeur de champ faible, donc flou en fonction de la distance, et niveau de détail très très élevé, à la fois sur l'avant de la noisette, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça, et puis aussi sur le displacement qui est fait au niveau du sol, pour justement pouvoir avoir ce genre de détail, étant donné que le sol là est tout plat à la base, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est que la texture avec le displacement qui fait ça. D'ailleurs on peut le voir ici, on peut voir que là ça a un petit peu trop poussé les polygones, donc typiquement ça c'est l'image qui embête le denoiser, et donc quand on lance ce genre de choses, ça permet de voir quelle est la limite avec laquelle on peut utiliser le denoiser, et en tout cas quel est le nombre de samples qu'on peut envoyer, ou le temps qu'on va allouer au rendu d'une image. L'image est toujours calculée en fait par le moteur de rendu en background, et elle est ramenée un petit coup de temps en temps dans cette vue ici, cette vue image de Blender. Si vous avez envie de la voir arriver souvent, il faut réduire le refresh interval, que vous avez aussi quelque part là-dedans. Voilà, display settings, regardez bien, en fait les deux éléments sont liés. Voilà, si vous le mettez à 5 ici, ça passe aussi à 5 ici. Donc les deux paramètres sont liés, et si vous avez envie de donner, enfin de pas prendre trop de process, augmenter cette valeur de manière à ce que le logiciel n'ait pas besoin d'aller rechercher l'image, d'aller questionner l'image à LuxCore qui tourne en arrière-plan pour venir réintégrer. Donc ça veut dire que l'image que vous voyez là, elle n'est pas remise à jour toutes les secondes ou toutes les demi-secondes. Faites bien attention à ça. Vous la verrez évoluer que par exemple toutes les 10 secondes par défaut, quand vous allez laisser ce paramètre dans cet état. Voilà. Le denoiser qui est là, donc là c'est pareil, hein, vous avez les mêmes paramètres qui se trouvent ici et qui se trouvent ici. La seule chose que vous allez pouvoir changer, il n'y a pas véritablement de paramètres, c'est la quantité de mémoire RAM que vous allez allouer au denoiser. Ça va pas changer grand chose à sa qualité, par contre ça va changer grand chose à sa vitesse de traitement. Voilà. Plus vous allez allouer de la RAM, plus vous allez pouvoir avoir une vitesse de traitement importante, surtout quand vous avez besoin de denoiser des images qui font 4K voire 8K. J'ai travaillé sur des projets à 8K il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que j'ai fait un test avec une de mes scènes là, et j'ai vu la différence sur des images de cette taille là entre beaucoup de RAM alloué ou pas beaucoup de RAM alloué. Voilà. Donc voilà pour les premières options. Dans Advanced ici, alors on va avoir des choses un peu près similaires à ce qu'on a sur Cycles, qui est un pass tracer aussi. Le seed, c'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer des rayons, il va par exemple ici sampler le ciel, voilà, qui va se trouver au-dessus. Voilà, je vais le lancer comme ça, donc on peut voir ici qu'il sample le ciel. Je vais juste enlever les caustiques, voilà, pour éviter que ça clignote, ce sera quand même plus agréable. Et le ciel qui est là, en fait, il va être samplé pour envoyer les rayons pour venir éclairer la scène, et il va toujours aller chercher à chaque image les mêmes rayons au même endroit sur cette sorte d'hémisphère en fait qui entoure la scène. Si vous avez envie qu'à chaque image il change, donc ça veut dire que le grain va changer, hein, d'accord, il va changer à chaque image, vous pouvez cliquer sur ce petit réveil là qui va générer en fait une valeur aléatoire, une valeur random,
à chacune des images. Lorsqu'on fait des bidouilles comme le fait de reprojeter temporellement des images pour réduire le grain en faisant du camera mapping, ce genre de choses, je rentre pas trop dans les détails parce que c'est absolument pas user friendly à faire et c'est plutôt des bidouilles que je fais moi. Par exemple sur cette image qui est là, cette animation qui est là, il n'y a qu'une image sur 5 qui est réellement calculée. Toutes les autres images sont reprojetées en caméra mapping. Il y a certaines images qui sont créées via des motion vectors et le tout est mixé avec un filtre médian. Enfin voilà, je peux pas vous expliquer facilement comment ça marche parce que ça se fait avec des lignes de commande, avec FFmpeg, avec tout un tas de trucs comme ça et donc c'est pas hyper user friendly à faire. C'est fait juste pour gagner énormément de temps de rendu, mais ça c'est mes bidouilles à moi que je fais depuis des années, mais les expliquer c'est pas simple parce que c'est vraiment des astuces un peu bizarres pour les gens bizarres et donc simplement cette notion de changer à chaque fois la distribution des rayons à chacune des images, ça peut déjà aussi moins donner l'impression qu'il y a du grain dans l'image, ne serait-ce que quand c'est pas dénoisé, mais quand ça clignote en fait entre guillemets, quand le grain change, ben voilà, quand vous filmez par exemple avec parfois une caméra cinéma type Alexa ou les caméras Blackmagic ou les Genesis, ce genre de choses, vous avez aussi du grain dans l'image qui est dû au capteur. Et donc parfois animer ce truc là, ça recrée ça et ça rend en fait l'image encore plus réaliste. Au niveau des samplers ici, donc la manière dont sont envoyés ces rayons, on a plusieurs samplers possibles, donc c'est la méthode de distribution des rayons dans la scène. On a le sobol, alors ça c'est plutôt quand vous faites des éclairages extérieurs, donc typiquement ça, hein, voilà. Studio setup ou indoor avec large window, alors large window ça veut dire que vous avez quasiment rien qui empêche la lumière de rentrer, donc c'est un peu comme si vous étiez en outdoor, en vue extérieure. Le Metropolis Light Transport qui lui au contraire est fait pour projeter la lumière de manière très locale et quand vous faites justement des éclairages d'intérieur avec une lumière extérieure, donc typiquement quand vous avez par exemple une image comme ça, voilà, quand vous avez typiquement une lumière qui passe à travers la fenêtre, et puis vous en avez une autre qui s'appelle le random, voilà, qui elle envoie des rayons de manière complètement aléatoire. Et alors celle-là je l'utilise jamais parce qu'ils disent que c'est plutôt utilisé quand vous utilisez l'autre type de denoiser, le BCD. Et comme moi j'utilise plutôt celui d'Intel, je varie en fonction de si c'est une scène extérieure ou si c'est une scène intérieure entre le Sobol et le Metropolis Light Transport. Voilà, je passe pas 3 heures sur les paramètres parce que c'est assez compliqué à expliquer, il faut aller regarder la doc et regarder exactement comment marche l'algo. Ça demande un petit peu d'investissement personnel technique, mais n'hésitez pas, c'est passionnant la manière dont tout ça est optimisé. Le Light Strategy, ça aussi c'est un autre paramètre à prendre en compte. C'est simplement en fonction de la puissance lumineuse, si c'est un soleil ou si c'est une petite ampoule ou ce genre de choses, est-ce que vous allez plutôt envoyer beaucoup de samples, beaucoup de rayons pour justement calculer cette lumière, ou alors est-ce que vous allez en envoyer moins, ou alors est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne, que ce soit une toute petite ampoule, une petite LED qui est posée sur la table, ou le soleil qui passe par la fenêtre. Donc bah là vous avez différentes manières. Alors vous avez uniform, c'est tout le monde est logé à la même enseigne, que vous soyez le soleil dehors ou que vous soyez une petite bougie sur la table, on envoie le même nombre de rayons pour tout le monde. Et vous avez power et log power, donc regardez quand vous êtes sur power, il vous suffit tout simplement de laisser votre souris par dessus. Là par exemple il vous dit, donc c'est en fonction de la luminosité, hein, plus c'est lumineux et plus on envoie de rayons. Par exemple il vous dit EG sun, donc typiquement quand vous avez le soleil. Et puis log power c'est une variation de celui-là en fait. Voilà, qui du coup va permettre à chaque rebond de lumière de réduire en fait la puissance de la light, et donc typiquement log power pour les éclairages d'intérieur, enfin les scènes d'intérieur éclairées par exemple par une lumière extérieure, typiquement comme ce que vous avez ici, log power ça permet de gagner pas mal de temps et surtout de réduire le grain. Voilà, donc n'hésitez pas à varier entre ces trucs là. De toute façon ce qui est intéressant justement c'est que quand vous êtes en vue de preview, et ben vous allez pouvoir tester justement ces stratégies et voir très rapidement s'il y a du grain, s'il n'y a pas du grain, parce que c'est très réactif. Donc ça vous permet d'aller assez rapidement comme ça et de voir ce que
voulez adapter. Le pixel filter, c'est simplement la manière dont est calculé l'anti-aliasing, en fait, c'est-à-dire que vous avez plein de rayons qui arrivent dans un pixel, et vous faites la moyenne de tous ces rayons dans l'espace de ce pixel ou un espace un peu plus large au pixel, c'est ça qui permet d'avoir de l'anti-aliasing par exemple. Typiquement c'est la raison pour laquelle la valeur par défaut c'est 1,5 pixels, parce que vous faites la moyenne des rayons qui sont dans le pixel et un peu autour. Donc vous allez voir un petit peu ce que font les voisins, donc la moitié d'un pixel sur les côtés, et ça vous permet justement d'avoir un... Si vous avez envie d'avoir une image qui est beaucoup plus, je vais pas dire floue, mais beaucoup plus diffuse, on va dire, avec moins de piquets. Typiquement, si je reprends un terme d'optique pour les gens qui font de la photo ou de la vidéo, vous allez augmenter cette valeur, et si vous voulez plus de piquets, vous allez réduire cette valeur, mais vous allez avoir un risque d'aliasing un petit peu plus grand, donc avec des lignes en escalier, de choses comme ça qui vont être un petit peu plus importantes. GPU device, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour lui demander en fait d'avoir votre carte graphique, autodetect aussi, on en a parlé. Tile, alors Tile c'est assez intéressant, c'est surtout pour, ça n'est pas que pour ça, il y a aussi une importance au niveau des temps de rendu, mais elle n'est pas énorme. Ça va surtout vous permettre de réduire en fait l'occupation en RAM, et quand vous allez avoir besoin de calculer une scène lourde avec plusieurs millions de polygones, j'ai déjà fait des tests. Alors il y a un truc qui est pas mal avec LuxScore, c'est que j'ai l'impression qu'il supporte quand même pas mal les scènes super lourdes. Il arrive quand même à bien se débrouiller pour ça, et du coup la scène super lourde, le problème c'est que ça va, comme par défaut il vous fait un calcul global de l'image, on l'a vu avec la noisette là de ce côté là, il a calculé la totalité de l'image d'un seul coup. Ça prend énormément de mémoire, et vous avez la possibilité de lui dire qu'en fait vous voulez calculer, comme le fait Verret ou Mental Ray à l'époque, ou ce genre de choses, de calculer par petits carrés, donc c'est ce qu'on appelle des tiles. Et donc là j'ai lancé le rendu, il est en train de me faire, il est en train de me calculer le photon GI cache, quelque chose dont je vais vous parler après, donc c'est pour ça qu'il met un petit peu de temps à démarrer. Et une fois qu'il aura calculé ça, il va commencer le rendu, et vous allez voir qu'il va le faire avec des petits carrés de 64 par 60, enfin de 64 pixels, hein, avec un anti-aliasing. Donc vous voyez, vous lui demandez d'envoyer 3 rayons pour l'anti-aliasing, donc il y a un système de multipass aussi où vous pouvez lui dire: t'as envoyé des rayons, tu t'es rendu compte que t'étais pas assez précis, donc du coup tu fais une deuxième passe, t'es pas encore assez précis, tu fais une deuxième passe, t'es pas encore assez précis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce qui va déterminer s'il continue ou il s'arrête, c'est justement le convergence threshold, et le threshold reduction qui est là, qui va lui permettre de savoir si oui ou non il peut encore réaffiner et enlever du grain dans ces petits tiles qui sont là, dans ces petits carrés qui sont là. Les valeurs par défaut, voilà, elle est partie, les valeurs par défaut qui vous sont proposées là-dedans sont très très élitistes, c'est-à-dire que là il peut tourner pendant des heures et des heures en pensant qu'il peut encore améliorer la situation, alors que vous ne verrez pas véritablement la différence, hein. Alors regardez bien, ici il est en train de vous calculer des éléments, mais vous ne voyez pas en fait ce que ça donne, tout simplement parce que dans mon viewer qui est là, voilà, je sais pas ce qu'il me fait, voilà, je pouvais plus dézoomer. Dans mon viewer qui est là, en fait, j'ai mis ici le refresh image à 5, donc si je devrais le voir, voilà, c'est parce que je suis en mode denoise. Vous pouvez voir que là j'ai testé, il peut sortir un certain nombre de passes, hein, voilà, il y a tout un tas de passes qui peuvent vous sortir, notamment via ce menu là, qui est là, avec ce qu'on appelle les AOV, donc vous allez avoir la lumière après les rebonds tout seul, les réflexions tout seul, et ce genre de choses, l'irradiance. Alors il y a tout un tas de trucs qu'on peut récupérer directement sans passer par des shaders, à la différence de Cycles justement, comme la position pass, les UV, les normales de la géométrie ou dans le world. Donc vous pouvez avoir tout un tas de trucs comme ça directement, les material ID. Il ne sort pas des choses comme le Cryptomate, et il ne sort pas des choses comme les vecteurs mouvements, qui permet éventuellement de faire le motion blur en post-production. Donc ça c'est des choses moi que je sors avec Cycles en parallèle, parce qu'il y a une concordance des pixels entre les deux systèmes, tant que vous ne faites pas de déformation de lentilles, ce que peut faire l'ami LuxScore, puisqu'il a un véritable système optique qui est intégré dedans. Et donc là vous voyez que il est en train typiquement de faire un rendu en tile, donc il vous rend des petits carrés, il les envoie alors à la fois à votre GPU et à la fois à votre CPU. Donc là voilà, vous voyez, comme je suis en train de faire autre chose sur le GPU, peut-être que c'est pour ça qu'il n'est pas à fond, mais là vous voyez les CPU sont à fond, et quand tout se passe bien, le GPU est à fond aussi. Alors après
après ça dépend de la taille des tiles, ce genre de choses, mais vous voyez, l'utilisation des ressources quand même est quand même assez bien équilibrée, on va dire. Et donc là, vous avez tout un tas d'options qui vous permet d'afficher en rouge, par exemple, les tiles qui n'ont pas encore été convergées selon vos paramètres, et ce genre de choses. Donc voilà, tout un tas d'options qui sont là. Je vous laisse regarder la doc pour avoir tous les détails de ça, parce que c'est quand même assez précis, ce qu'il permet de faire. Voilà pour ce qui est détail. Alors, je vais arrêter le rendu. Voilà. Il faut appuyer plusieurs fois sur la touche échappe pour qu'il comprenne ce que vous faites pendant qu'il est en train de rendre, parce que comme c'est une connexion entre le moteur de rendu externe et Blender et qui tournent quand même chacun dans leur coin, et que donc c'est Blender qui va parfois chercher l'état de l'image à l'extérieur, du coup il met parfois un petit peu de temps à réagir. Donc le denoiser, on en a parlé. LuxCore Display Setting, c'est donc le nombre de secondes pendant lequel il va, enfin le nombre de secondes qu'il va attendre avant de faire un refresh en fait de votre image ici dans le rendu avec la touche F12, donc le rendu entre guillemets final, d'accord, si on peut l'appeler comme ça. Et puis là, on va commencer à s'intéresser à ce qui va nous permettre d'avoir ce fameux rendu interactif dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que quand on lance un rendu, il va y avoir un petit temps de process, alors vous allez voir qu'il est plus ou moins long selon si vous utilisez votre CPU ou votre GPU, parce qu'en fait là, ce que vous voyez ici, ça n'utilise absolument pas ma carte graphique, ou en tout cas quasiment pas. Ça, ce que vous voyez ici, c'est essentiellement mes corps, les 4 corps de mon i7, les 8 corps pardon, de mon i7 qui sont en train de tourner, et donc cette espèce de bouillie de pixels avec le bruit passé dans le denoiser, voilà ce que ça vous donne. Voilà, donc on va parler de ça ici, c'est vraiment ça qui est super important pour travailler vite, faire le look dev, mettre en place l'éclairage sans que ça vous demande des heures de calcul et que ce soit interactif. Je mets les gros guillemets à interactif parce que c'est une notion qui est très floue, mais je vais ici par exemple passer en mode rendu, et là vous voyez par exemple dans le viewport halt time, donc c'est-à-dire quand est-ce que tu t'arrêtes dans le viewport, vous allez le passer par exemple ici à 2 secondes, voilà, et là regardez bien, au bout de 2 secondes, il va s'arrêter et il va le passer dans le denoiser, donc il va enlever le grain parce que le denoise ici est coché. Alors faites attention, s'il est coché ici, ça ne veut pas forcément dire qu'il est coché ici, c'est-à-dire dans le denoiser qui sera exécuté à la fin. Voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, il y a un autre truc auquel il faut faire attention, c'est que il se peut que vous lanciez votre rendu et qu'au moment du rendu, les images que vous enregistrez sur votre disque dur ne soient pas denoisées. Vous les voyez dans l'écran, par contre les images qui sont passées dans le rendu, elles n'ont pas été denoisées. C'est dû au fait que dans le post-processing, ici, il y a le compositing qui est sélectionné, d'accord, et on voit ici que par défaut, dans la scène, il n'y a aucun graphe de compositing. Et si vous cliquez sur Use Node, regardez bien, voilà ce qui se passe en fait sous le manteau, c'est que vous avez le render layer, c'est-à-dire en fait le rendu qui arrive dans cette petite boîte ici, et automatiquement dans le composite, c'est-à-dire ce qui va directement être enregistré sur le disque dur, vous avez ici image qui est connecté et non pas denoise image. Donc si vous connectez ça maintenant à denoise et que maintenant vous lancez le rendu, ce qui sera enregistré sur votre disque dur via par exemple l'output ici, donc ça se trouve dans les panels classiques de Blender, hein. Là par contre il y aura le denoiser qui sera activé. Voilà, j'ai passé quelques minutes sympathiques à essayer de savoir d'où ça venait, parce que au début je comprenais pas pourquoi je voyais l'image denoisée dans mon écran, mais tout ce qui était enregistré sur le disque dur par contre lui était pas denoisé. Donc voilà, si ça peut vous éviter de perdre une heure, ça me fait plaisir. On en était effectivement voilà, au denoise qui est là. Alors regardez, on peut même aller. Alors on peut pas aller sur des valeurs type float. Voilà, vous pouvez pas le mettre par exemple à 0,5, c'est-à-dire une demi-seconde. C'est forcément des valeurs de type entière, un integer. Donc là, typiquement, vous voyez, si vous faites ça, il tourne une seconde, hop, il denoise. Voilà, donc il tourne une seconde, il denoise, il tourne une seconde, il denoise. Et c'est typiquement ce qui se passe par exemple dans la scène avec le fromage qu'il va y avoir ici. Je vais passer en render, alors là il faut qu'il mouline quand même un petit peu, de manière à ce que encore une fois il fasse la tessellation si vous avez fait par exemple du displacement, je vais y revenir après, et il va classer tous vos polygones pour savoir à peu près comment il peut faire ce genre de choses. Et puis ensuite une fois qu'il va être parti, alors là aussi, alors pour l'instant vous allez voir je n'utilise que le CPU et c'est volontaire, et là vous allez voir, voilà j'ai mis à 2 secondes typiquement, hein, voilà, hop, je me place, j'attends 2 secondes, vous voyez le chrono qui monte là, et hop, le denoiser se met en route et c'est fini. Voilà. Alors, on peut se rendre compte effectivement qu'on n'a pas trop de détails
ici dans le fromage, dans les stries par exemple du pot de miel ou ce genre de choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, regardez bien, si je me mets ici, j'attends 2 secondes, on sait quand même où sont les caustiques. C'est-à-dire que les caustiques, c'est-à-dire la concentration de photons qui sont passés à travers le verre, à travers le miel et ensuite ont touché la table, on les voit tout de suite ici. On sait déjà où ils sont. Donc en fonction, là, alors ce qui est intéressant, regardez bien, dans cette scène-là, il y a une lumière. Hein. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est ce panneau lumineux qui est là. Et c'est tout. Il n'y a pas de réflecteur de l'autre côté, il n'y a pas de point light localisé, il n'y a rien, il y a juste une lumière. Et donc tous les rebonds de lumière sont calculés par le moteur. Donc là, typiquement, vous voyez, si maintenant je passe à 10 secondes, il va recalculer. Il est en train de renvoyer beaucoup plus de rayons. Et là, du coup, ben, quand il va passer le denoiser, il va avoir moins de bruit. Donc, vous voyez, j'ai plus de détails. N'hésitez pas aussi avec CTRL B, voilà, à localiser en fait votre rendu, parce que du coup il va lancer dans le même temps alloué, hein, le temps imparti que vous lui donnez, donc 10 secondes, il va envoyer plus de rayons localement. Donc si vous avez envie de travailler un moment sur un détail de l'image, n'hésitez pas avec CTRL B à focaliser l'élément, voilà, par exemple juste sur le caustique, et si vous avez envie de supprimer ce render region, c'est-à-dire cette zone de rendu restrictive, et ben, vous appuyez sur CTRL ALT B, et ça va vous permettre de la supprimer, là vous repassez directement en full screen. D'ailleurs c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand vous êtes par exemple en mode caméra, là par exemple je regarde à travers la caméra, et vous pouvez vous rendre compte qu'il est en train de rendre aussi des éléments qui sont à l'extérieur, c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse. Donc là dans ces cas-là, alors il n'y a pas d'option directement comme dans Cycles qui permet directement de lui dire je veux que tu me le coupes, d'accord, mais vous faites un CTRL B, vous allez à l'extérieur du cadre, et comme vous ne pouvez pas en fait aller à l'extérieur du cadre, regardez bien quand je vais relâcher la souris, hop, il va directement se caler sur les bords du cadre, et là bah, vous avez cette fois-ci un rendu, vous voyez, qui vous permet d'avoir uniquement la zone, je mets les guillemets, utile. Voilà, d'ailleurs qui va directement zapper dès que je vais repasser en vue large, étant donné que c'est une zone qui sera allouée juste à la caméra. Alors, chose qui est intéressante, mais alors là je vais pas le faire sur cette scène-là, vous voyez, scène qui a quand même un paquet de polygones, hein, vous voyez, il y a des petits grains à l'intérieur et des choses comme ça, niveau gestion des polygones, il arrive quand même à bien se débrouiller, on peut le voir aussi ici avec le sel qui est posé sur la table, sur lequel il y a du display, c'est sur lequel il y a du bump. Il a la possibilité de rendre non pas avec le CPU, mais avec le GPU cette fois-ci. C'est-à-dire que vous lui dites, ben moi j'ai envie que tu utilises le GPU. Mais, alors c'est là où il y a une différence entre les gens qui ont une carte Nvidia et les gens qui ont une carte AMD. Généralement les gens AMD se plaignent moins de ce genre de choses, mais il y a quand même le problème. On peut se rendre compte ici dans les Advanced qui sont là, qu'on a la possibilité, alors avant je fais le tour des options, on a la possibilité de lui dire que vous voulez qu'il calcule par exemple 1 pixel sur 2, ou 1 pixel sur 8 par exemple, donc une image qui est beaucoup moins définie, mais par contre ça trace beaucoup plus, et du coup vous allez avoir une précision des rayons, enfin à 8 pixels près, qui vont être beaucoup plus importantes, mais quand vous avez des scènes qui sont très 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 lourdes, parfois ça peut avoir un intérêt de réduire ici, vous voyez, le nombre de pixels, donc vous sautez 1 pixel sur 2, ou 1 pixel sur 4, ou 1 pixel sur 8, et ici le filter c'est, vous avez Nearest Neighbor, c'est-à-dire vous recopiez les pixels d'à côté, ou alors vous faites une espèce de flou, d'interpolation, de bouillie de pixels, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément, en tout cas utile dans mon cas. Et là regardez bien, vous avez Device, et par défaut il est en CPU, c'est-à-dire qu'il n'utilise que vos processeurs. Mais si vous passez cette fois-ci en OpenCL, alors je reste en CPU, regardez bien, je vais passer en render, et là c'est quasi instantané, ça démarre tout de suite. Okay. Si maintenant je passe en OpenCL, regardez bien, là il attend un petit peu, c'est marqué Creating Render Session Compiling OpenCL Kernels, c'est-à-dire qu'il envoie en fait toutes ces informations à la carte graphique, aussi bien les textures que les polygones, que tout un tas de paramètres, et ce temps de transfert du coup parfois demande plus de temps que le temps de rendu lui-même quand vous avez envie de faire de la preview. Alors pas pour le rendu final. Alors par contre ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, en 1 seconde, étant donné que vous utilisez votre carte graphique, il balance 10 fois plus de rayons qu'il l'aurait fait avec le CPU. Donc c'est une équation à calculer, c'est un choix à faire. Si par exemple vous travaillez sur typiquement ce genre de scène, voilà, alors je veux bien le faire une fois pour vous montrer la différence, mais vous allez voir que du coup le temps de démarrage va être beaucoup plus long.
c'est-à-dire que là, bah, du coup, il va envoyer toutes ces données à la scène. On a vu que le pot de miel, par exemple, il y avait quand même un paquet de polygones dessus. On peut voir aussi la densité de polygones qu'il y a dans le fond ici sur le verre doseur. Il y a quand même pas mal de polygones. Donc là, il envoie tout. Alors, les textures, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus lourd, mais du coup, envoyer tout ça à la carte et que la carte compile les shaders, c'est-à-dire qu'elle soit capable de les exécuter directement sur la carte graphique. Là, vous voyez, il a déjà passé 22 secondes à envoyer la scène, alors que tout à l'heure, finalement, il avait peut-être démarré en 5 ou 6 secondes. Voilà. Mais une fois que j'aurai fait ça, par contre, une fois que tout sera envoyé à la carte, on va se rendre compte que dans le même temps, c'est-à-dire dans les 10 secondes tout à l'heure où on se focalisait par exemple sur le pot de miel, voilà, regardez, je vais refaire la même expérience, je vais me focaliser sur le pot de miel ici, voilà, on peut avoir aussi des lags, je vais juste faire un render region là-dessus, avec CTRL B. Alors, par contre, là, étant donné que votre carte graphique est en train de fonctionner, votre Blender est beaucoup moins réactif. Mais regardez, dans le même temps, on peut se rendre compte déjà très très vite, on a d'un seul coup un switch, c'est-à-dire que d'un seul coup, pouf, il y a plein de grains qui disparaissent d'un coup. Et là, regardez bien, par exemple, ici, dans cette zone-là, où à la fin des 10 secondes, on avait encore plein de grains, là, on en a quasiment plus. Et une fois que le denoiser est passé, il n'y en a plus du tout. Voilà. Donc typiquement, vous voyez, pour faire des plans comme ça, où on est au ras, par exemple, au ras du pot de miel, et puis on a envie d'analyser comment vont se comporter, par exemple, les spéculaires, ou ce genre de choses, bah là, vous voyez, hop, voilà. Là, on a une image qui, pour l'avant-plan, pour moi, il y a limite pas assez de grains, même. Ça me paraît limite louche, vous voyez, quand on a ce genre d'affichage. Mais là, en 10 secondes, j'ai quelque chose qui est hyper clean, j'ai quelque chose que je peux envoyer peut-être à un client, imaginons avant de lancer les gros calculs, j'ai une preview à faire, je veux l'envoyer à un client, typiquement si je fais des scènes hyper réalistes avec des VFX ou des choses comme ça, LuxScore est capable de rendre du OpenVDB et tout un tas de choses volumiques. Et il est très très bon là-dedans, donc ça aussi c'est très très chouette, et le denoiser va marcher dessus, donc ça c'est encore plus chouette. Et donc on peut se permettre de rendre des, des, des animations au quart de résolution ou des choses comme ça à 10 secondes l'image avec le denoiser, et on a quelque chose qui, malgré le fait qu'on a une perte de détails, par exemple vous le voyez ici dans les réfractions à travers le verre, on a quand même quelque chose qui est assez compréhensible pour que tout le monde puisse se projeter et puisse dire oui, l'éclairage fonctionne ou l'éclairage fonctionne pas, ou faut le changer, ou ce genre de choses. Et puis bah, typiquement c'est le genre de truc effectivement qu'on peut avoir qu'on peut changer même avec par exemple la personne qui serait responsable à côté de vous, vous lancez ce type de rendu, et puis bah, là vous voyez, vous pouvez lui dire est-ce que tu préfères plutôt l'éclairage comme ça ou plutôt l'éclairage comme ça, et vous attendez 2 secondes et vous avez quelque chose sur lequel tout le monde peut se projeter. Donc c'est quand même quelque chose de très chouette. Voilà. Mais encore une fois, cette option qui permet d'envoyer toutes ces données à la carte graphique, ça prend du temps à la base. Alors cette recompilation du kernel qui est quasiment lancée à chaque fois, même si vous n'avez rien bougé dans la scène, hein, parfois même le simple fait de sélectionner un objet, pouf, il vous refait la compilation du kernel. Là on en a la version 2.3 de LuxScore, c'est quelque chose qui devrait être fortement amélioré d'après les développeurs à la 2.4, d'après ce qui est dit dans la roadmap et sur le Trello, et ce qui a été aussi confirmé via Discord. Il y a un Discord si vous avez envie de discuter avec les développeurs, enfin le développeur principal notamment Bob de mémoire, qui est très réactif. On lui dit tout de suite ce qui va pas. Voilà, j'avais un problème sur le displacement par exemple dans la forêt, voilà, c'est l'occasion d'en parler. Typiquement cette image là, j'avais ici un scale ici qui était pas à 1, et ben il normalisait en fait ce scale à 1 dans le viewport, c'est-à-dire quand je le voyais ici dans la petite preview quand je le lançais, et puis quand je lançais le rendu final, en fait mon displacement, c'est-à-dire le fait qu'il faisait que toutes les petites feuilles ressortaient, poussaient les polygones, rajoutaient des polygones, ce genre de choses, était complètement inexistant, ou alors tellement faible qu'on avait l'impression qu'il n'était pas là. Et en fait il m'a dit ben, c'est parce qu'en fait ton scale n'est pas à 1, et il y a une différence entre le rendu qui est fait dans le viewport en rendu interactif et le rendu qui est fait à la fin. Il y a tout un tas d'optimes qui sont faits à la fin pour que ça aille plus vite, ce genre de choses. Et donc ben, il suffit tout simplement avec CTRL A d'apply le scale, c'est-à-dire de lui dire que maintenant ce nouveau sol a un scale de 1, et vous n'avez plus de problème de displace. Voilà. Donc si à un moment vous avez des problèmes avec les displaces, vérifiez bien que tout est égal à 1. De manière générale, ça vaut le coup de toute façon de tout normaliser avant de lancer des rendus, et encore plus si vous faites des simulations physiques comme ça a été le cas avec
mes vers de terre là par exemple. Voilà. Ensuite, continuons un petit peu l'exploration. On va avoir... alors, je vais reprendre ma noisette en glace. On a fait déjà pas mal le tour, hein, voilà, avec les LuxCore Error. Un truc dont on va parler ici, alors je vais pas forcément les activer, c'est une question d'optimisation. Voilà. Post-processing, color management, tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans Cycles, notamment pour la gestion du filmic avec les looks que vous pouvez appliquer. Il n'y a pas de problème. On verra qu'il y a une autre manière d'appliquer des looks via la caméra. Et puis ici, les LuxCore Tool avec Network Render, parce qu'on peut faire des rendus à travers le réseau, c'est-à-dire se mettre directement une render farm en ligne, ce genre de choses, convertir des scènes de la 2.2 vers la 2.3. Alors j'ai pas eu le problème parce que moi j'avais fait la 2.1 il y a très longtemps, j'avais regardé un petit peu et puis j'avais pas véritablement touché depuis ce temps-là, donc j'ai pas ce problème de ce côté-là. Mais là du coup on a fait le tour, sauf pour les photons GI Cache, l'environnement de cache et le Direct Light Sampling Cache. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Déjà, le photon GI Cache, quand vous avez une scène comme celle-ci, vous avez énormément de rayons donc, qui passent à travers la fenêtre et qui va rebondir et rebondir et rebondir et rebondir. Et on a donc la possibilité avant de lancer ce rendu, donc là j'ai lancé un rendu brut typiquement. Ah bah non, regardez, excuse-moi, je dis une bêtise, on a le photon GI Cache qui est là, voilà, il a été calculé de manière très rapide. On a la possibilité en fait de lui dire, non, je vais juste refermer, oups, zut, yep, voilà, j'ai appuyé alors que j'aurais pas dû appuyer. Voilà, je vais juste refermer ça, parce que je vais en parler les uns après les autres. Donc le photon GI Cache, c'est quoi? Tous les photons, donc les particules de lumière qui passent à travers la fenêtre, elles vont rebondir contre les murs, puis contre les murs, puis contre les murs, puis contre les murs. Et le photon GI Cache, en fait, garde une trace de cette direction et de ce rebond qui a été fait. Ça permet de concentrer les rayons lumineux à certains endroits pour être plus efficace sur la réduction de grains notamment, avant le denoiser bien évidemment, parce que le denoiser est un post-process, il apparaît à la fin, il se base sur tout un tas de données 3D qui sont calculées pendant le calcul, mais on peut considérer ça comme un post-process. Et puis, ce qu'il va faire du coup, c'est que il va faire une première passe où il va calculer ses rebonds, donc il va envoyer, un peu comme si vous envoyez des balles, des balles de ping-pong, des trucs comme ça, et vous voyez où elles rebondissent, et à chaque impact, vous mettez une petite croix sur le mur, faites abstraction de la gravité, hein, c'est des balles qui vont en ligne droite, c'est pas qui tombent selon une parabole, et une fois que vous avez mis ces petits points, en fait, ça vous donne des points de repère pour dire, ah bah je sais qu'à tel endroit ça a tapé, et à tel endroit ça a tapé. Alors ça permet déjà, en une session de rendu, quand vous réutilisez pas Slide Cache, ça vous permet déjà d'optimiser les rayons, mais en plus de ça, alors là vous voyez, vous avez combien de photons vous envoyez, donc 20 millions, combien de rebonds vous allez avoir. Bon bah là en fait il peut calculer 12 rebonds, mais en fait je vous rappelle qu'au début on lui a dit que nous on voulait un total depth de 6, donc typiquement on pourrait le baisser à 6 ici, hein, voilà. Vous avez des options de debug qui sont pas mal, c'est-à-dire qu'il va pouvoir pendant ce... alors je vais pas le faire ici parce que sinon il va recalculer tout le light cache, on peut peut-être regarder, attendez. Bougez pas, alors ouais, ça dépend, je vous laisserai regarder la doc parce que là il y a vraiment tout un tas de paramètres, je sais pourquoi ça marche pas, il y a un autre paramètre en bas que j'ai pas activé. On peut avoir des espèces de, un peu comme des vues infrarouges, c'est-à-dire là où c'est chaud, là où c'est froid, en rouge et bleu, et ça permet directement de voir plein de trucs, d'avoir des informations de debug, hein, c'est pour ça que ça s'appelle le debug ici. Et puis ici on a le Indirect Light Cache, c'est-à-dire qu'il fait une différence entre le premier impact et aussi les rebonds après de lumière qui se trouvent dans la scène. Donc là ça va vous permettre aussi d'avoir un light cache qui est plus ou moins précis. Okay. Le photon GI, donc GI c'est Global Illumination, d'accord, illumination globale, ça va vous permettre justement, donc encore une fois, d'accélérer, et ça a en plus un véritable intérêt quand vous faites des caustiques, parce que vous voyez que là-dedans il y a plusieurs trucs, il y a photon GI, Indirect Light Cache et caustique qui sont là, qui font partie en fait de la même série, hein, vous voyez, ils sont tous planqués là-dedans. Généralement ils décalent un petit peu les petits triangles, mais là ils les ont pas décalés, donc on a l'impression que c'est des sections différentes, mais en fait c'est des sous-sections. Et on a la possibilité aussi de faire un light cache pour les caustiques. Les caustiques, vous savez, c'est les fameuses concentrations de photons qu'on avait tout à l'heure lorsque justement on avait notre noisette en verre qui se trouvait ici, là. Voilà. Donc ça aussi, on a la possibilité d'enregistrer une trace de cette concentration de lumière. Et là où c'est encore plus intéressant, regardez bien, c'est que vous avez la possibilité de la sauver
et vous avez la possibilité de la garder dans le temps quand vous faites des animations, c'est-à-dire que comme ça vous ne faites le compute du light cache qu'une seule fois. Alors là aussi dans la 2.4 j'ai cru lire qu'il y avait des améliorations qui allaient être faites là-dessus sur la validité du light cache dans le temps, qu'on puisse la réutiliser via de différents endroits avec une caméra qui bouge, un peu comme ce qu'on trouve dans V-Ray. Hein. V-Ray il a un peu ça quand on fait des fly-through, c'est-à-dire quand on fait des survols en fait de la scène, il regarde déjà où passe la caméra, il regarde ce que la caméra voit sur la totalité du mouvement, et puis il calcule le light cache en fonction de l'endroit où vous allez passer. Voilà. Ils sont en train de travailler là-dessus pour avoir quelque chose qui est à peu près similaire à ce que propose V-Ray. Et on a la possibilité de lui dire compute and save. Alors c'est un petit peu procédurier. Il faut que vous fassiez un compute and save. Vous voyez, c'est marqué no cache file available. Donc vous cliquez là-dessus. Là il vous dit cache file will be saved. Donc le fichier sera sauvé. Donc cache, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, hein, c'est simplement un fichier qui contient des informations de données qui veut garder dans le temps. Voilà, si vous ne connaissez pas le terme, ne vous inquiétez pas, c'est juste le nom qu'on donne à ce type de fichier. Vous lancez une première fois le rendu, il va écrire ce fichier sur le disque dur, donc vous allez le voir apparaître. Okay. Et une fois que, alors quand je dis vous lancez le rendu, vous lancez si possible un rendu final, c'est-à-dire un rendu avec F12, voilà, histoire d'avoir un light cache qui est bien défini. Normalement ça marche aussi là-dedans, mais j'ai déjà eu des petits problèmes où le light cache n'était pas généré à ce moment-là, il a fallu que je le lance avec un F12, je ne sais pas si c'est un bug ou je ne sais pas, c'est vraiment très très aléatoire. Et une fois que vous avez fait une image, dans ces cas-là, vous décochez ce truc-là, et là il va vous dire j'ai trouvé le fichier, donc ce sera marqué file cache will be used. C'est-à-dire le file cache sera utilisé. Voilà. Donc une fois qu'il vous l'a, donc c'est un peu procédurier, il faut cliquer dessus, lancer un rendu, décocher ce truc-là pour ensuite réutiliser le light cache qui a été utilisé. Et ça va vous permettre en fait, notamment si vous gardez ici une distribution des rendus qui est toujours la même, c'est-à-dire que vous ne cliquez pas sur le petit réveil, vous allez avoir une espèce de concordance temporelle sur le placement des rayons. Donc quand vous allez coordonner ça, c'est-à-dire que les rayons tombent toujours au même endroit et vous donnez quasiment, donc entre guillemets, toujours la même image à votre denoiser, et ben vous allez avoir une sorte de concordance temporelle du denoiser qui fait que ça va clignoter beaucoup moins, parce que quand vous utilisez le denoiser, le truc qui va vous enlever le grain, parfois il va vous enlever un type de grain à un certain endroit, et puis un autre type de grain à un certain endroit d'une image sur l'autre, et donc vous allez avoir une espèce de clignotement. Et du coup, en jouant avec ces paramètres-là, ça va vous permettre d'avoir... Alors il ne faut pas non plus envoyer 2 secondes de rayon, parce que alors, pour de la preview ça va très bien, pour du rendu final ça va être un peu léger, mais du coup ça va vous permettre d'avoir une concordance temporelle, en tout cas, de la position des rayons et du denoiser qui se passe derrière. Voilà. Donc caustic light cache, on en a parlé, et puis là vous avez exactement le même système pour 2 autres types de cache. Un truc qui s'appelle le environnement de light cache. Alors ça c'est un des trucs magiques de LuxCore. Quand vous avez une lumière qui passe par la fenêtre comme ça, typiquement, et que c'est éclairé par une lumière extérieure, donc typiquement vous la voyez ici, c'est la lumière du soleil qui est là, hein. Bon, encore une fois la position n'a pas véritablement d'importance, c'est l'orientation qui a une importance, mais en tout cas elle a cette orientation et ça passe à travers la fenêtre. S'il n'y a pas d'optimisation particulière, il y a plein de rayons qui tapent dans la façade extérieure, qui rebondissent, qui partent, et vous les voyez plus jamais, et il y a très très peu de rayons sur le nombre de rayons qui ont été lancés qui passent véritablement par la fenêtre, donc la concentration des rayons et donc l'efficacité de la distribution des rayons est nulle. Voilà. Et pour éviter ce genre de choses, dans tout un tas de moteurs de rendu, Mental Ray pour les plus vieux, V-Ray, Cycles aussi, vous avez ce qu'on appelle des light portals ou des sky portals, ça dépend de la terminologie des logiciels. En fait, c'est des espèces de petites lampes carrées, enfin rectangulaires, qu'on va placer à l'endroit des fenêtres pour lui dire j'ai envie que tu viennes te concentrer à cet endroit. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dans Cycles, vous allez placer ici une area light. C'est-à-dire que vous allez lui dire, voilà, je vous le fais grossièrement hein, pour que vous compreniez le principe, vous allez le placer en fait ici, et vous allez le placer juste devant la fenêtre, voilà, et vous allez lui dire que ça, alors il faut la placer légèrement devant, de mémoire, ça fait longtemps que j'en ai pas fait dans Cycles, mais l'orientation, ce sera perpendiculaire à votre fenêtre en fait, hein, d'accord, et vous lui dites, c'est un light portal, et lui du coup, il va comprendre qu'en fait, il doit prendre les rayons qui sont là, et il doit les faire passer selon cette même inclinaison à travers cette fenêtre. Voilà. Donc
ça c'est quelque chose que vous faites manuellement, c'est quelque chose que vous devez placer manuellement à chaque fois, et c'est quelque chose qu'il faut faire dans beaucoup de moteurs de rendu si vous voulez pas avoir énormément de grains dans votre scène et que vous ayez du coup pas besoin d'utiliser un gros denoiser et que ça flique pas, que ça clignote pas dans tous les sens. Et ben vous n'avez pas besoin de faire ça dans le LuxScore parce que cette, ce tri, on va dire, dans les rayons de savoir qui passe par la fenêtre et qui passe pas par la fenêtre, il a fait tout seul. Il a fait tout seul avec justement l'environnement light cache, c'est-à-dire qu'il regarde dans une espèce d'hémisphère quelles sont les parties véritablement à travers lequel le rayon vous passez. Pour ceux qui savent comment marchent les shadow maps, c'est à peu près le même système, mais c'est vraiment très simplifié de dire ça. Imaginez une shadow map. Une shadow map, c'est je regarde à travers la lumière et je vois dans qui je tape pour savoir à quoi va ressembler mon ombre. Bah, vous pouvez imaginer que c'est à peu près la même chose. Et c'est pour ça que vous avez cette notion ici de résolution de la map, la matte width, donc c'est-à-dire la largeur de la map, d'accord, donc là ça va être 256 pixels. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être véritablement précis, donc si vous augmentez la taille de cette map, si vous passez par exemple à 1024 et que vous augmentez le nombre de samples, c'est-à-dire la précision avec laquelle vous avez calculé ça, vous allez vous rendre compte que votre environnement de light cache qui mettait peut-être 5 secondes ou 7 secondes à calculer, d'un seul coup il va mettre 10 minutes. Voilà. Donc si vous touchez à ce truc là, allez-y mollo et ne le faites que si vous n'avez véritablement qu'un intérêt à le faire, c'est-à-dire si vous avez vraiment une scène avec, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est plus des petites fenêtres comme ça le long d'un petit couloir, c'est Versailles quoi. Voilà. Et encore quand vous avez Versailles, vous pouvez considérer qu'il y a plus de fenêtres que de murs sur la partie qui se trouve sur la gauche, en tout cas quand vous êtes dans la galerie des glaces, et du coup vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser ce truc là. Mais quand vous êtes dans un espace confiné avec un couloir qui tourne encore, et que vous avez énormément de rebonds de lumière et que vous avez besoin, via la seule source lumineuse qui passe la fenêtre, de passer à travers cette fenêtre et de concentrer les rayons là-dessus, l'environnement de light cache c'est vraiment un truc magique et c'est quelque chose qui est en train d'être amélioré pour la future version 2.4 si on en croit le Trello du développeur ou des développeurs de LuxScore. Donc c'est un truc qui va encore s'améliorer, mais déjà là quand vous l'activez sur certaines scènes, vous voyez la différence tout de suite. Vous avez beaucoup moins de grains, rendu beaucoup plus rapide, concentration de rayons beaucoup plus optimisée. Donc n'hésitez pas à jouer avec ce truc là. Et puis le Direct Light Sampling Cache ou le DLSC pour les intimes. Si vous faites des recherches sur YouTube, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Darvia Studio, je crois, de mémoire. Si vous allez sur le site de LuxScore, vous verrez, il y a une vidéo qui s'appelle LuxScore Library. C'est eux qui l'ont fait. Ils ont fait énormément de tutos sur LuxScore. Il y a Bone Studio aussi qui a fait une très bonne vidéo introductive sur LuxScore, donc n'hésitez pas à le regarder, mais tout ça est en anglais, c'est pour ça que je fais cette vidéo en français aujourd'hui, c'est pour permettre aux non anglophones de mettre un pied dedans. Le Direct Light Sampling Cache, c'est quelque chose qui va, plutôt que de faire un sampling global, plutôt que d'envoyer des rayons de manière globale dans toute la scène, il va faire en fait une émission de rayons directe d'une source lumineuse vers son environnement proche, sans aller calculer 60 rebonds qui se trouvent de l'autre côté. Ça c'est super utile quand vous avez plein de petites sources lumineuses, par exemple une guirlande de Noël. Une guirlande de Noël, c'est un truc qui éclaire dans son giron proche, donc dans la proximité des éléments, mais par contre ça va pas rebondir non plus 50 fois dans la pièce. Donc quand vous faites ce truc là, et ben en fait il regarde justement ces petites sources lumineuses. Typiquement la scène de Coco, pour ceux qui ont vu peut-être ce breakdown de Coco avec tous les lampions lumineux qui volent et ce genre de choses, et Pixar avait dit il y a je sais plus 180 000 lights ou ce genre de choses, je ne me souviens absolument plus, je dis le nombre complètement au hasard, c'est du Direct Light Sampling Cache, c'est-à-dire pour toutes ces lumières, on va pas s'amuser à les recalculer 60 rebonds à 10 km alors qu'on sait très bien que la déperdition de la lumière dans un espace en plus qui est pas un air, c'est pas du vide mais c'est de l'air, il y a une déperdition très forte en fonction de la distance. Donc du coup, la lumière va pas aller éclairer un truc qui est à 10 km. Donc on fait juste un sampling de ces lumières très proches. Donc si vous avez typiquement énormément de petites lights qui sont dans votre scène, utilisez ce truc là, vous allez voir que ça va vous permettre de pas vous taper du grain et ça va en plus réduire les temps de calcul pour des lumières qui seront super bien définies. Je rentre pas dans les détails dans les paramètres. De base, vous voyez par exemple normal angle, c'est qu'il va chercher dans un angle de 10 degrés par rapport à l'éclairage de la lumière, mais parfois on peut avoir des lumières qui vont avoir une certaine taille et qui n'ont pas forcément une taille
ponctuels, c'est-à-dire qui sont infiniment petits. On peut l'avoir aussi par exemple sur le soleil ici, hein, regardez bien, quand je sélectionne le soleil ici et que je vais dans les paramètres de light qui sont là, on peut voir par exemple ici qu'on a le relative size, c'est-à-dire la taille relative. Alors la taille du soleil, c'est quelque chose qui n'est pas très on ne peut pas véritablement la changer, hein, en toute logique, mais là vous voyez vous avez des ombres qui sont très nettes, ok, et si vous augmentez la taille relative du soleil, regardez bien, ça va devenir de plus en plus flou, et puis ensuite si je le mets à 50, on a quelque chose qui est complètement voilà, diffus, un peu comme si c'était une réflexion qui avait rebondi sur une plaque blanche, par exemple une lumière forte qui aurait rebondi sur une plaque blanche, ça va vous permettre du coup d'avoir des réflexions très soft, enfin des ombres très soft, excusez-moi, et du coup des rebonds de lumière soft aussi, et aussi avec des caustiques, hein, on peut le voir ici, hein, qui vont être beaucoup plus soft aussi. Voilà, caustique qu'on pourra calculer. Alors vous voyez, il vous calcule un premier caustique ici, notamment via le photon mapping, mais en plus de ça, vous avez, je vous le rappelle, la possibilité de lui dire que vous voulez un petit peu plus haut, voilà, un night light tracing. En fait, c'est une surcouche qu'il va faire. Hein. Voilà, il est en train de me calculer quelque chose de supplémentaire. Voilà. Je ne l'ai pas fait planter jusqu'à maintenant. Ah bah non, c'est bon, je pensais que j'allais le faire planter. Vous voyez, parfois vous cliquez dessus, il met un petit peu de temps quand même, et puis il ne faut pas hésiter à le relancer comme ça. Alors là, il m'a pas du tout fait de light tracing, je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être parce que je ne lui ai pas donné assez de temps. Voilà, je lui ai dit qu'il devait s'arrêter au bout d'une seconde, et il n'a pas le temps de calculer le light tracing. Voilà. Alors peut-être aussi parce que il vous dit parfois qu'il ne peut pas calculer tel ou tel truc parce que vous n'avez pas mis la bonne light stratégie. Alors je ne sais plus, je ne sais pas ce que j'ai touché là, dans tous les cas. Voilà, mais gardez à l'esprit du coup que quand vous faites des caustiques et des choses comme ça, et quand vous avez des petites sources lumineuses, notamment le DLSC, donc c'est quelque chose qui est super pratique et c'est quelque chose qui peut vous donner l'impression que vous avez des tonnes et des tonnes de lumière dans votre scène sans que ça prenne des heures à calculer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut parler un tout petit peu des paramètres de caméra. Donc voilà, on a parlé un petit peu des paramètres de lumière qui vont se trouver ici. On a des paramètres aussi qui sont là-dedans dans les objets. Quand vous sélectionnez des objets, vous avez des paramètres de LuxScore. Le LuxScore se met un petit peu partout hein, dans l'interface. Donc pour les objets, par exemple, vous avez la possibilité de lui dire que vous avez un Object ID que vous pouvez récupérer de l'autre côté, notamment au moment du compositing pour faire de l'extraction ou des corrections colorimétriques. Encore une fois, souvenez-vous, Cryptomate n'est pas disponible là-dedans, donc il faudrait le sortir avec un autre moteur, typiquement Cycles hein, dans notre cas. Vous avez Visible to Camera ou Exclude from Render, voilà, et vous avez Motion Blur parce qu'il est capable de calculer du Motion Blur, mais là il vous dit le Motion Blur est disabled dans les Camera Settings parce que c'est dans les paramètres de la caméra que ça se configure, comme plein d'autres trucs. Donc là justement je vais aller dans les paramètres de la caméra. Vous avez les paramètres de perspective, de far clipping, ce genre de choses, et c'est là-dedans aussi que vous avez les paramètres de depth of field. Alors c'est bien parce qu'ils ont réussi à bien uniformiser leurs paramètres de rendu pour pas qu'on soit complètement perdu quand on connaît déjà un petit peu la manière dont fonctionne Cycles ou même Eevee, et donc on a, vous voyez, un petit bouton qui est pas mal. Alors c'est difficile à contrôler hein. On a la possibilité de lui dire que au niveau des f-stop on réduit le nombre de f-stop pour avoir typiquement ce genre de profondeur de champ. Alors regardez bien, je vais envoyer ici un calcul. Je fais bien attention avant d'envoyer le calcul que vous voyez par exemple ici je parlais tout à l'heure de la réutilisation des fichiers de cache. Regardez bien ici, j'ai un photon GI cache qui est là. Je l'ai sauvé, j'ai décoché Compute Enable Write et il dit Will use cache from file, c'est à dire que celui-là du coup il existe déjà et il ne va pas le recalculer, c'est à dire que le temps qu'il aurait passé à la génération de mon cache il ne va pas le repasser. Et je vérifie bien ici dans les viewport settings que je suis en CPU, parce que si je suis en OpenCL, il va se passer la même chose que tout à l'heure avec le fromage, c'est-à-dire qu'il va passer des plombes et des plombes avant d'envoyer la scène en fait à ma carte graphique. Il faut quand même qu'il fasse notamment la tessellation du sol. Alors ça c'est pas mal. Alors il a une sorte de tessellation adaptative par rapport à Cycle, c'est-à-dire qu'il va subdiviser le sol. Là vous pouvez vous rendre compte que mon sol c'est pas grand chose, hein. Regardez bien ici, voilà, il est vraiment tout lisse, et puis on arrive quand même à avoir ici, vous le voyez, pas mal de détails, voilà, parce que en fait ça rajoute des polygones et ça permet ensuite de bouger ce sol par rapport à une certaine image. Donc vous voyez par exemple mon setup ici qui est pas très compliqué hein. Donc là on a typiquement du Principal BSDF et la Disney, donc ce qu'on a dans Cycle, ça change pas, avec les 4 maps PBR qui viennent de chez Texture Heaven, et on a ici le 8 Displacement qui va dans Shape. Alors ça c'est un
Vous avez ici dans le Material Output la possibilité d'avoir une entrée shape, c'est-à-dire comment modifier la géométrie. Donc c'est là que vous allez gérer votre displacement. Et là vous avez shape avec le scale, donc c'est l'intensité du displacement. Hein, si là je réduis typiquement, j'ai passé par exemple à 1, là il est en train de me refaire la subdivision. Pardon. Il est en train de refaire la subdivision, donc là vous voyez il est en train de pousser les polygones. Et puis ensuite, une fois qu'il aura fait ça, la subdivision est assez rapide hein, quand même. Là j'ai quand même énormément de polygones, mais si vous faites quelque chose de plus soft, vous verrez que c'est quand même rapide. Donc là vous voyez il m'a baissé le scale. L'offset en fait c'est pour savoir à partir d'une valeur à 0,5, donc 50% de gris, qui pousse au-dessus, qui pousse en dessous, donc qui creuse dans le sol et qui plutôt élève le sol. Donc vous avez la possibilité de mettre un offset pour dire que tout le monde élève ou tout le monde réduit. Hein, okay. Et c'est là-dedans que dans la shape, vous allez mettre une subdivision. C'est-à-dire, alors si on regarde un peu le notre graphe, c'est ma forme d'origine, je lui mets un displacement, mais avant, donc ça se lit de droite à gauche, hein, voilà, mais avant, je lui mets une subdivision, et là vous voyez vous avez un max level 5, c'est-à-dire que vous allez lui dire au maximum localement tu me subdivises à 5 fois le nombre de polygones d'origine. Voilà. Et dans 8, ici je mets mon image. Alors parfois j'ai la vignette et parfois je ne l'ai pas. Je vous avouerai que je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas si c'est un bug ou il n'a pas généré le thumbnails ou je ne sais pas trop. Et là vous voyez on arrive quand même à avoir des détails assez sympatoches. Et puis un truc aussi qui est intéressant du coup dans les paramètres de caméra qui sont là. Voilà. Donc si j'augmente le f-stop et que je le mets par exemple à 0.1, alors là il ne recompile pas, enfin en tout cas, alors si vous êtes sur l'OpenCL il va recompiler le kernel, mais si par contre vous êtes en CPU, là ça va être instantané, donc ça c'est chouette, vous voyez, là il va m'augmenter du coup voilà, je passe à 0.05, voilà le flou en arrière-plan avec le f-stop, si je passe à 0.6, du coup je vais en avoir main. Voilà. Et il y a une fonction autofocus, alors c'est pas mal, c'est en gros, il prend le centre de l'image et il fait le focus dessus. Voilà, il y a une sorte de raycaster, pouf, il envoie. Sinon, comme d'habitude, vous placez un nul dans la scène. Par exemple, ici je l'ai placé, vous le voyez, hop, ici. Et il s'appelle focus, voilà, et je lui ai dit de faire le focus sur le bout de la noisette. Si maintenant je retourne dans la caméra et que je lui dis que je veux par exemple un f-stop de 0.25, voilà, je vais me placer ici. Si maintenant je prends le focus et que je le recule, donc là vous voyez j'ai bien les petits détails, donc là typiquement hein, vous voyez là je suis à 20 secondes, mais je pourrais très bien lui dire que je veux passer mon HAL condition dans mon viewer, alors c'est pas rangé de la même manière, display settings, voilà on va le passer à 5, voilà. Il est toujours à 20 secondes. Ah, c'est ici, excusez-moi. Hop, voilà, on va le passer à 5. Donc là, vous voyez, il passe à 5 ici. On peut même le placer à moins, on va même le placer à 2. Et au bout de 2 secondes, il va me lancer le denoiser. Voilà. Et là, vous voyez, quand je me place comme ça, hop, voilà, typiquement, hop, je vais me replacer vision par la caméra. Je vais me mettre en view, lock to view, voilà, comme ça je garderai la caméra. Typiquement, je vais me placer ici. Voilà, et là vous voyez j'attends 2 secondes, hop, et j'ai plus de grain. Et si maintenant je prends focus et que je le recule un peu, voilà, je fais plus le focus maintenant sur l'avant de la noisette mais sur l'arrière, hein, d'accord. Et là vous voyez, encore une fois, hein, j'ai une approximation, mais ça me permet rapidement de voir si je suis focus ou pas focus. Quand vous utilisez des path tracers qui ont un vrai système optique interne et que vous voulez régler le point sur un élément en particulier, c'est quand même pas facile à faire. Alors que là, vous voyez, vous avez juste à déplacer cet élément-là, le remettre devant, vous attendez 2 secondes et hop, ok, nickel, je suis dans le focus. Voilà. On a déjà fait pas mal de tours de pas mal de choses. Je voudrais juste faire un dernier point sur la manière dont fonctionnent les shaders volumiques. Excusez-moi. Ici, je vais passer par exemple en shading et on va regarder justement la manière dont sont faits mes petits vers de terre là. Donc, rappelez-vous, hein, c'est les trucs tout dégoûtants qui sont là. Voilà. J'ai fait ça parce que j'ai lu le dossier d'un de mes élèves qui s'appelle Justin Lejo, qui a fait son mémoire sur le dégoût en 3D et j'ai trouvé ça super chouette. Et donc il a fait notamment des verres comme ça et je me suis dit tiens ce serait marrant de les faire. Donc c'est encore une fois un rigid body, ainsi de suite, mais ce qui nous intéresse là ici, c'est de se rendre compte que justement les verres
dans Blender, ils ressemblent plus à ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les petits les petites ondulations et ce genre de choses, et surtout certains petits mouvements qui sont micro-mouvements des vers qui sont directement dans le viewport, on le voit ici, hein. Et en fait, donc je vais lancer ça, voilà, et en fait, on a ici, non, je vais juste réduire un tout petit peu ça, voilà, et je vais encore une fois faire le focus là-dessus. Voilà, on peut se rendre compte que on a une partie qui est volumique, qui est ici, voilà, je vais en parler après, excusez-moi ici, et une partie qui est surfacique. Alors toute la partie displays, bah, elle est dans Shape comme tout à l'heure, hein, avec une subdivision, avec un truc comme ça, donc il y a plein de maps qui sont créées à la fois avec des maps de displays et de bump, mais aussi avec des textures procédurales. Alors le problème pour l'instant, c'est qu'il y a surtout des textures procédurales 3D et pas 2D, et qui seraient remappées après en 2D en fonction des UV. Et du coup, bah, le problème, c'est que quand ça se déforme, comme les petits verres là, et ben, les maps ne sont pas collés sur la surface, mais se déplacent. C'est normal, c'est des maps 3D, donc ça veut dire qu'il y a des intersections qui sont calculées entre la texture 3D et l'objet, et que par conséquent bah, ça va être c'est un peu compliqué de les faire suivre. Donc là c'est surtout des maps 2D, donc j'ai utilisé des images pour ça que j'ai remixé. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait ce ver de terre, il est constitué de deux éléments, à savoir la partie surfacique, donc l'élément extérieur, qui se fait déformer donc par le display, on le voit ici, hein. Vous voyez que les petites streaks qui sont là, elles sont générées au moment du rendu. Et la partie volumique, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, regardez bien, quand vous connectez un volumique, alors un volume intérieur ou extérieur, là c'est l'intérieur, vous cliquez sur Add, il vous rajoute un petit truc comme ça, et là quand vous faites Show, en fait il va vous envoyer dans un autre shader editor qui est là, qui est Luxcore Volume, qui est là, donc quand vous cliquez dessus, hop, voilà. Et là, vous voyez que c'est un truc qui est tout bête en fait. Il n'y a pas grand chose dedans. Il y a du multiscattering. Alors, il y a pas mal de tutos de chez Dravia où ils font le fameux dragon chinois du restaurant chinois asiatique qui est en jade et donc avec beaucoup de subsurface scattering à l'intérieur. On voit que c'est extrêmement rapide la manière dont ça se calcule. Là typiquement le taux d'absorption vous le donnez en mètres ou en centimètres. Voilà, par exemple je vais lui dire que c'est 0,01 et là vous voyez vous avez quelque chose de beaucoup plus dense. Et là encore une fois notamment sur le volumique, ce qui est très intéressant c'est de baisser le temps qu'on alloue en fait au moteur de rendu. Donc là typiquement dans le viewport je vais lui mettre 2 secondes plus denoiser, donc là vous voyez hop, très rapidement on peut voir en 2 secondes où est la concentration en fonction de la densité du volume, une densité qui peut d'ailleurs être non uniforme, on peut lui mettre des maps, c'est notamment comme ça que fonctionnent les OpenVDB pour les imports de volumique, étant donné qu'on peut avoir là-dedans dans les textures, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà OpenVDB file, on peut directement lui donner des fichiers OpenVDB qui viendraient peut-être d'Houdini ou même de Blender maintenant, ou de Embergen pour prendre un logiciel récent qui essaie de faire ça en temps réel et de sauver des séquences d'OpenVDB. On peut très rapidement voir, vous voyez, la forme du verre, la densité, ce genre de choses, et donc on va jongler entre justement cette partie volumique et cette partie surfacique. Regardez bien, il suffit de appuyer sur Show Node et hop, il vous a tout de suite renvoyé dans la partie surfacique. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller là-dedans, ou alors vous ouvrez 2 fenêtres avec les 2 éditeurs, c'est vous qui voyez. Et là, bah, ça va me permettre très rapidement d'avoir les 2 éléments que je vais pouvoir combiner. Vous voyez, hop, voilà. Là, si je le remets à 100%, bon, bah, du coup, je vois plus à travers mon verre. J'ai le côté luisant, mais j'ai pas le côté volume. Et si je le mets à 0,5, par exemple, j'ai un petit peu le côté luisant plus le côté interne. Donc là aussi, encore une fois, en fonction du temps que vous allez laisser au moteur, vous allez avoir quelque chose de plus ou moins précis. Mais c'est vraiment super agréable de pouvoir tweaker ces paramètres volumiques et ces paramètres surfaciques et d'avoir très rapidement, vous voyez, une estimation, une idée de ce à quoi ça va ressembler et surtout d'avoir aussi de pouvoir peut-être même faire valider très rapidement sur des previews la tête du verre, est-ce qu'il est bien dégoûtant, est-ce qu'il est bien luisant, est-ce que je rajoute des choses, est-ce qu'il y a quelque chose de plus sec, voilà, tout ça pour des temps de rendu qui sont quand même assez interactifs. Et puis et ce petit bouton actif que je voulais vous montrer tout à l'heure mais je ne l'ai pas fait, ça c'est un truc qui est pas mal, qui vous permet en fait d'avoir plusieurs versions de votre shader dans le même shader editor, c'est à dire que quand vous allez avoir par exemple, vous voyez là j'ai une branche
qui est basé sur un Principal BSDF de chez Disney. Et puis là, j'ai un autre type de matériau type Mate, donc c'est le matériau le plus basique de LuxCore. Et ils vont tous les deux dans un matériau output, et en fait, vous en avez un seul qui peut être actif. C'est-à-dire que si vous cliquez sur actif, ça va décocher celui-là. Et cette fois-ci, c'est celui-là qui est actif. Donc vous pouvez vous faire plein de versions avec un seul Node Graph, et plutôt que de débrancher, alors je sais qu'avec Node Wrangler, on peut reconnecter ce genre de choses. D'ailleurs, la 2.4, normalement, la future 2.4 devrait utiliser des raccourcis de Node Wrangler pour justement accélérer des opérations. Mais je trouve ça vachement pratique d'avoir plein de boîtes comme ça, et juste de cliquer dessus, vous voyez, vous cliquez même pas sur active en fait. Enfin, si vous êtes sur l'alignement, ça marchera très bien. Vous n'avez pas besoin d'aller cliquer sur la petite case, et ça vous permet de très rapidement switcher d'un matériau à l'autre pour tester différentes configurations. Et typiquement, quand j'ai voulu ressortir une passe de glossy, c'est-à-dire juste les petites réflexions voilà, bien dégoûtantes, un peu métalliques sur mes verres là, pour les rajouter au compositing, de manière à ce que ça brille un peu plus à la fin ici, ça m'a permis d'avoir en fait deux graphes de shading, et j'avais juste à activer l'un, faire le rendu, l'autre, faire le rendu. C'est quand même super agréable de pouvoir faire ça. Et puis là, vous voyez, on peut désactiver le photon GI cache si on n'en a pas besoin, si on a envie de recalculer quelque chose from scratch du début. Voilà, avec les Material ID, le Shadow Catcher aussi, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire disparaître cette surface, mais en même temps la faire exister comme support d'ombre, super pour le compositing aussi. Voilà, en corrélation avec toutes les passes qui se trouvent là-dedans. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont déjà intégrées. Un truc dont j'ai pas parlé ici, mais un truc que j'adore dans Lux, alors déjà Lux Render à l'époque, c'est la notion de light groups, c'est-à-dire que vous pouvez faire des groupes de light, et quand vous allez faire votre calcul, il va garder en fait en tête une espèce de gigantesque cache de partout où ces lights sont passés, quelles étaient leurs influences sur une surface, et vous allez pouvoir juste sur ces lights, sur ce groupe de lights, lui dire je veux tel gain, je veux changer la couleur, je veux changer la température de couleur, et il ne va recalculer que ces éléments, et tout le cache va permettre de récupérer tout le reste, et donc vous avez limite un contrôle interactif, on va dire, de ces lumières. Dans l'utilisation de LuxRender, le standalone que j'utilisais à l'époque, on pouvait en fait le faire post-rendu, ce truc là. Alors là, j'ai pas encore regardé comment ça se faisait là-dedans, si on pouvait le faire en fait directement dans le viewport ici. Je vous avouerai que j'ai pas encore regardé ça, mais si on peut retrouver ce genre de choses, ce serait super. Ça veut dire qu'on fait le rendu, et cette modification des light groups en fait, on va la faire post-rendu. On va pouvoir retoucher la correction, faire des corrections colorimétriques sur un certain load light avant de relancer le rendu final pour toute l'animation. Donc ça, c'est vraiment un truc très chouette. Je vous conseille de regarder ça, mais comme c'est marqué ici, les photos